Salut tout le monde, bienvenue dans le live numéro, je ne sais plus combien, du Plan 3 Live Comics, live spécial pour l'épisode spécial vacances de Noël des Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, on se présente, hein, donc moi-même, SPR Comics, Prime Nova. À notre gauche, nous avons Aurélien, et à notre droite, nous avons notre cher Thomas, le roi des anecdotes. Coucou. Il fait toujours son boulot à l'heure. Oui, toujours bien en avance. Salut Lucky. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bon, du coup, pour ceux qui savent, hein, qui ont suivi un petit peu, on va débriefer sur l'épisode spécial de 45 minutes des Gardiens de la Galaxie, qui est sorti du coup vendredi dernier. Ouais, ça fait une semaine. Donc voilà. Et juste avant ça, d'habitude on fait ma rubrique c'est on présente j'annonce les nouveautés qu'il y a eu les dernières semaines. Faute d'informations des derniers jours, nous allons profiter de la grosse sortie de la bande-annonce des Gardiens volume 3 pour débriefer là-dessus en première partie. Ensuite, on aura notre cher Aurélien qui fera une chronologie de lecture des Gardiens de la Galaxie. Il a regardez toutes ces briques. On peut construire une maison. Briques de plaisir. Attention, briques de plaisir. Et dernière partie, encore des anecdotes de notre cher Thomas. Toujours fait à l'heure. Est-ce que c'est des anecdotes concernant les Gardiens de la Galaxie du coup? Ouais, j'en ai plein. En vrai, j'en ai plein. Et des intéressantes en plus. J'en avais deux de tête. Bon, je vais dire à tout le monde, on va pas faire le menteur. En fait, j'ai complètement zappé qu'il fallait faire les anecdotes. Oui, le monsieur anecdote. Et j'ai fait les anecdotes comme ça. J'ai fait, ah ouais merde, il y a les anecdotes à faire. J'ai mis 5 minutes. J'ai fait dans mes sites secrets de chercheurs d'anecdotes. Et oui, je suis un chercheur d'anecdotes. Salut Pépette. Et et je les ai trouvées. Bah, en vrai, c'est des intéressantes. Il y a de quoi faire. Il y a du matériel. Quelle honnêteté. Bon, du coup, je vous propose qu'on commence déjà par le débrief de la bande-annonce. Allez, c'est Quoi dire de cette bande-annonce qui est arrivée, qui était tant attendue. Je pense que Les Gardiens volume 3, je pense que c'est un des prochains films vraiment les plus attendus de cette prochaine phase, en tout cas. Attends, je dis juste ce commentaire. Empire, c'est un double absolute en même temps. Ah oui, Empire, c'est un double absolute. C'est pas faux. Alors, on voit pas grand-chose du trailer. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On voit quand même le visuel d'Adam Warlock. ouais, très vite. Au début, je suis dessus, hein, parce que c'est l'acteur qui joue dans Maze Runner et c'est l'antagoniste, un peu le némésis de Thomas. Pour ceux qui voient, c'est qui le héros? Thomas, c'est le héros. C'est pas moi, hein, c'est un autre Thomas. Et et au début, je dis ouais, il a pas de, je le trouvais pas ouf, mais j'ai dit depuis Heath Ledger, je ne juge pas, tu vois. Et en vrai, il a pris une prise de masse. En vrai, avec les cheveux dorés, franchement, ça passe. Franchement, j'ai plutôt été convaincu par le. Oui, mais pour dire qu'il est un peu bizarre, mais en vrai, il passe. En vrai, voilà, Adam Warlock, il est bien. Ouais, pourquoi pas. Hein. Avec les cheveux peut-être un peu plus longs, mais. En fait, moi, Il a pas la gêne aussi. Je sais pas s'il a la gêne. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Je fais parce plutôt mais enfin, moi, de ce que j'en ai retenu, c'est que on en parlera tout à l'heure dans l'ordre de lecture, mais ça va, je pense, prendre des bases de Annihilation, parce que vu la tenue qui se porte, c'est la tenue qu'ils ont pendant Annihilation dans les comics, donc je me dis bon voilà. Ils avaient prévu, James Gunn avait annoncé que dès le début, bien avant qu'il y ait des infos, qu'on aurait la tenue originelle des gardiens du coup. Ça avait été vraiment la première chose. Bonne nouvelle. Dans les commentaires, il y a des gens qui posent des questions, par exemple, qui joue Adam Warlock, et le chat encore disait, le thriller confirme juste la fin d'un personnage, l'acteur avait prévenu. Voilà. Mais je sais pas qui joue Adam Warlock, c'est soit qui joue dans Maze Runner, l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Il joue aussi dans les Miller et dans le Labyrinthe, là. Attends. Il y a quelqu'un qui nous a dit Will Chicken, très bon acteur. Enfin, Will Poulet, donc ça doit être... Oui. Oui.
Oui, il est quoi? Mais au début, je trouvais qu'il avait pas genre une tête charismatique, et puis il prend de l'âge, mais en vrai, il a une belle gueule, genre vraiment. Genre après, les muscles le font, hein, on va pas se mentir, mais en vrai, il a un petit charisme, vraiment, je trouve. Parce que je Ouais, trouve que de plus en plus, le cinéma montre des belles, des gens qui sont beaux, mais je trouve que des gens comme Belmondo, qui ont de la gueule, mais genre de la prestance, rien que à l'image, qui sont pas juste beaux, mais qui sont vraiment charismatiques, comme Tom Hardy. Tom Hardy, c'est mon petit chouchou, genre, pour ceux qui ne voient pas, c'est celui qui joue dans Mad Max Fury Road, qui joue, Un Venom. Venom. Il joue aussi, un super film d'ailleurs, c'est sur le plus grand bandit, hein, le plus grand criminel, des Anglais. Bronson, voilà. Il joue Bronson, il a fait une transformation physique, c'est incroyable. Vraiment, c'est un acteur vraiment impressionnant, pour ceux que ça intéresse. Ouais, je trouve ça manque un peu de charisme. Mais moi, j'aime bien cet acteur. Will Poulter, c'est le chef acteur qui nous avait, qui nous a dit ça. Arrête de dire pourquoi je me suis pris un. Ah, je me suis pris un. Du coup, ouais, donc ouais, cet acteur-là, il rend bien. Et puis moi, ce que je retiens aussi du trailer, c'est que bah, je pense que on va avoir droit à l'église de la vérité, comme c'est prévu avec Adam Warlock, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, tu vois, c'est vraiment des trucs. Mais moi, je pense que Adam Warlock ne sera pas l'antagoniste. Parce que finalement, on l'a vu très peu. On a vu un certain personnage, mais de très loin. Et, on se dit, bon, qui c'est, on sait pas. Donc, moi, je pense pas qu'Adam Warlock sera un antagoniste. C'est tout ce que j'ai retenu de ce trailer. Et que, bon, ça, on en parlera après aussi, mais que Groot a un design de merde maintenant. Et, on en parlera. et on en reparlera sur le Gardien de la Galaxie ou l'idée spéciale. Mais voilà, moi, ce que j'ai retenu, c'est que Groot a un design de merde et qu'on va avoir droit à l'église de la vérité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, moi, je pense un peu deviner qui est le méchant parce que du coup, alors c'est pas un gros spoil parce que du coup, ça a été un peu annoncé, mais on sait on va connaître le passé de Rocket, du coup. Donc, ça peut. Je peux dire quand même à qui je pense moi en méchant ou pas. Je bouge les oreilles. Après, c'est de la théorie après. Hein. Moi, je pense que ça va être de l'évolution. Hein. Ah, c'est possible. Moi, Et ça maturait bien avec Kang en plus. ouais. Bah ouais. Du coup, moi, je vois bien ça. Donc, de toute façon, Adam Warlock, c'est clair et non. C'est sûr que non, puisqu'on le voit direct dans la première bande-annonce. Donc, techniquement, voilà. Vous voulez une anecdote sur Adam Warlock? Tu gardes ça après, les amis. Non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment une anecdote sur Adam Warlock. Allez, vas-y. Adam Warlock, Thanos considère Adam Warlock comme son BFF. Ça baisse pas. Son best friend forever, ouais. Pas son forever, mais en gros, il le considère comme son meilleur ami. Oui, ben ça c'est vrai. Ouais, quand tu regardes la fin, au début non, mais après, oui, ça évolue. C'est toujours pareil. Genre, il considère vraiment Adam Warlock comme son meilleur ami. Genre, le mec qui ken la mort et son best friend, c'est le témoin de mariage, ça serait Adam Warlock. Après, il y a Deadpool qui dirait je m'oppose à cette union, mais Ouais. Bah oui, on peut parler depuis des années. Hein. Adam Warlock et Thanos, ils sont pas croisés depuis. dans les récits de Jim Starlin, Adam Warlock qui est désigné comme le meilleur ami de Thanos. Thanos considère Adam Warlock pas du tout, mais Thanos le considère comme son meilleur ami. Voilà, c'était la petite anecdote. Ils ne sont pas croisés, quoi, en vrai. Vas-y, mais voilà. Bon, ok, voilà. Moi, c'est ce que j'en ai retenu du trailer. Toi, Nova, je sais pas ce que tu as retenu d'autre, mais. Ouais, bah c'est vachement axé quand même sur Rocket, on le voit bien. De toute façon, ça a été annoncé dès le début. J'avoue que je l'ai regardé 2 fois, mais je l'ai pas regardé en VF. Alors du coup, j'ai pas forcément trop écouté les dialogues. Je me demande si à un moment on voit pas Phil Havel, parce qu'on voit une jeune fille qui s'entraîne avec des cheveux blancs. Je me suis posé la question si c'était pas Phila. Je pense qu'il y a forte chance qu'on ait. Je crois de toute façon que ça a été annoncé, genre qu'il y aurait Dragon Lune ou forcément on aurait Phila qui arrive avec. Ça m'étonnerait du contraire. Encore une fois, on sait très bien qu'il va avoir pas mal, plusieurs morts dans le film. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé dès le début par James Gunn, qu'il aurait un côté un peu dramatique. Donc voilà, là on le voit dans le trailer, on voit que ils essayent de semer un peu plein d'idées parce qu'on voit une image avec Star-Lord, on voit une image, tu vois, on voit plein d'images, on sait avec Rocket aussi, donc ils sont en train de, forcément ça va jouer sur la spéculation et tout le monde va dire ouais mais là à ce stade avec la bande-annonce on peut se dire qu'il peut y avoir plusieurs personnages qui peuvent mourir à ce stade-là.
dans tous les cas, on sait que ça sera des trois le film le plus triste peut-être, sachant que le 2 était déjà relativement triste, mais en tout cas le plus dramatique. Mais c'est très bien parce que du coup, je trouve qu'on en a parlé l'autre coup, mais Ant-Man 3, on va avoir un film très sérieux, Les Gardiens 3, on va encore avoir un film très sérieux. Je trouve que c'est cool. Du coup, alors les Gardiens, c'est cool, on aime bien l'univers, on sait que c'est comique, on sait que c'est hyper fun et tout ça, mais il faut quand même de l'enjeu au bout d'un moment, et c'est bien ce que là on peut avoir. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Moi, je veux surtout pas que ça tombe sur un Thor 4 où l'humour était plus que présent, enfin trop, et d'ailleurs est trop brutage. Et alors que là, tu vois, on aurait besoin. Alors, c'est déjà c'est un peu un reproche que je fais un peu aux Gardiens de la Galaxie des fois. C'est que des fois, il y a certains personnages qui sont juste là pour l'humour et il y en a de plus en plus. Et on en parlera aussi pour l'idée spéciale, mais il y en a de plus en plus qui sont axés que sur l'humour et c'est des grosses brutes basées sur l'humour. Et j'ai pas envie que ce film-là, qui va peut-être nous amener des éléments importants pour la suite dans le cosmique, auquel je tiens beaucoup, j'ai pas envie que ce film-là soit entaché par tous ces personnages un peu trop basés sur l'humour, du style Groot, du style Drax, du style Mantis maintenant, où c'est vraiment l'humour bas du front, quoi. Mais et j'aimerais bien voilà, que le film reste quand même sérieux, qu'il y ait un côté un peu vraiment une dimension cosmique et vraiment ouais là il faut se bouger le cul, quoi. Là, il y a Chano qui me reprend et qui me dit Thanos respecte Warlock en tant qu'être cosmique à son égal. De là à dire que c'est son ami, je pense que c'est allé un peu loin. Mais normalement, il est dit dans les comics que Thanos considère Adam Warlock comme son ami, quoi. Ouais. C'est toi qui me reprend. Mais du coup voilà donc ouais voilà, moi j'aimerais bien que le cosmique ça prenne un peu avec ce film là, ça serait cool que le cosmique prenne un peu sa dimension comme il y a dans les comics, quoi, vraiment un côté il y a de l'humour, c'est vrai, mais c'est pas basé sur ça, quoi. C'est vraiment il y a un vrai truc à gérer et c'est vraiment que ça prenne vraiment une grosse dimension, quoi. Le problème, c'est que des personnages comme Groot où ils étaient sérieux, mais après il y a ce côté enfant. Du coup, donc forcément, on a eu l'évolution d'un Groot, tu vois, en bébé, adolescent et tout ça. Donc forcément, t'as le côté humoristique. Et puis, oui, on a beaucoup de personnages. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure, mais Drax, ça devient de plus en plus un personnage humoristique. Mantis, elle a été un peu dès le début. Alors après, moi, ça va pas forcément me déranger, sauf que, bah, faut pas que ça soit, comme tu dis, faut pas que ça soit constamment ça, quoi. Donc, je pense que les Gardiens 3, ouais, il va nous montrer une dimension un peu différente en mettant des enjeux. Faut pas oublier aussi que c'est une nouvelle équipe, hein, parce que du coup, il y a quand même un début là. Mantis, on l'a pas vraiment vu en tant qu'équipe dans les Gardiens. Donc, faut voir la dimension que ça va prendre aussi par la suite, quoi. Mais toi, dans le 2, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'humour, je trouve qu'on a quand même eu cette part de sérieux avec la mort de Yondu, avec le fait que Rocket était vachement sur la famille et tout ça. Et ouais, pour le coup, je trouve que dans les Gardiens, on a quand même moins d'humour que dans les Thor, tu vois. Oui, mais ça c'est mieux dosé pour l'instant. Mais voilà, après il y a le côté James Gunn où moi j'ai un peu confiance quand même parce qu'il a réussi à faire quelque chose avec Peacemaker qui est pas non plus le truc et qui est vraiment basé sur l'humour Peacemaker parce que c'est vraiment mais il s'en est bien sorti et je me dis ouais un truc dans cette vibe là, peut-être un peu moins dosé en humour et parce qu'il arrive à faire quand même du sérieux, James Gunn, on va pas se mentir, et il arrive à faire de belles choses. Il arrive à bien doser, je trouve, comparé à certains autres. Donc je me dis, il peut y avoir un bon film là sur ce coup-là, et c'est un des rares, je pense, que j'irai voir assez rapidement au cinéma, et où je me dis, ah, il peut y avoir un truc, tu vois, et j'ai espoir pour ce film, voilà. Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'ose espérer qu'on aura peut-être une introduction de Nova, sachant qu'il y aura un épisode spécial. Et j'imagine bien qu'on aurait cette introduction-là, mais en tout cas, j'espère. J'espère comme toi parce que j'ai essayé de prendre le single VO avant qu'il code parce que sinon il va monter, il va stonk, quoi. Mais par rapport à Gardien de la Galaxie le Thor de Taika Waititi où on voit les Gardiens de la Galaxie, à un moment on voit que Star-Lord il regarde Mantis un peu en mode il veut se la faire à un moment, non? Il regarde quelqu'un en mode et quand on regarde le spécial Noël, c'est chelou, ouais. Tu veux dire qu'il y a eu un incident à la Star Wars 4 qui s'est peut-être produit? Ouais. Je suis en train de me penser. À un moment, Thor lui parle et il regarde que Mantis. Il la regarde en mode amoureusement. Et c'est en tout cas c'est la manière dont c'est filmé, c'est ce qu'il veut nous faire retranscrire. Et quand on regarde le spécial Noël, on voit que
Ah, je pense pas que ce soit aussi, ouais, non. Non, mais en fait, je me suis dit, bah, c'est bizarre, il a regardé de manière, il vous laisse la faire, quoi. Je réponds Bon. juste aux commentaires. Du coup, il y a Popette qui a dit ils se sont peut-être demandé que trop d'humour tuait les films plutôt qu'avoir un bon scénario. Ouais, bah alors après, en fait, je me suis rematé Thor 4 il y a pas si longtemps que ça. Parce que du coup, j'ai acheté le steelbook et bah en fait, je l'ai pris un peu moins méchamment que la première fois. Mais bah je trouve qu'il y a moins d'humour que dans Ragnarok, par exemple. En fait, je trouve que c'est traité différemment. Mais après, je sais pas, l'humour, ça dérange pas, mais il faut que ça soit bien dosé. Et bah, pour le coup, même si dans Thor 4, je trouve qu'il y a moins d'humour, le problème, c'est que ça arrive toujours dans des moments où ça désamorce un enjeu, en fait. C'est surtout ça le problème, en fait. En soi, c'est pas l'humour qui pose problème, c'est surtout à quel moment c'est utilisé et que ça désamorce des situations qui ne devraient pas être désamorcées ou que ça enlève un enjeu. Et pour moi, c'est surtout ça le problème. Chano, il fait Thor et humour sont antinomiques. Thor est un dieu, les comics, il n'en est rien à ouais, ouais. Les films se sont fourvoyés, c'est dommage. Ok. Ouais, Vous avez vu le petit scandale parce avec le Scorsese merde, celui qui a fait Reservoir Dogs et Tarantino. Tarantino, merci. Vous avez vu la petite polémique Tarantino-Scorsese ou pas? Ah non. En gros, Tarantino et Scorsese dit que l'univers du MCU, bah, c'est pas du cinéma, mais c'est considéré comme des montagnes russes, et qu'on oublie l'essence même du cinéma. Vous êtes pour ou contre cette polémique, dans le sens où vous soutenez ce que dit Scorsese et Tarantino, ou vous trouvez que c'est que ça reste quand même du cinéma ou pas? Parce que je rebondis comme ça fait beaucoup d'humour et que là ça tend vers plus du sérieux. Après, je sais que ça fait quelques années que ça a énormément de polémiques là-dessus. Scorsese, il avait déjà ouvert il y a quelques années là-dessus, mais pour moi, ça reste du cinéma. Alors après, c'est sûr que c'est pas du cinéma d'auteur, hein, mais Oui. Ça ça reste, oui. ça reste du spectacle, hein, dans tous les cas. Et après, en soi, c'est pas parce que c'est des bons réalisateurs qui peuvent juger si oui ou non c'est un bon film ou pas. On va pas se mentir, ça fait du box-office, ça fonctionne, ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Bah c'est tout. Faut juste faire le deuil peut-être de. En même temps, les gens ne produisent plus rien d'intéressant non plus, hein, donc on fait que. Le chat. Vas-y, je te laisse finir, pardon, j'ai pas vu que. On fait que de la machine à Et fric, hein. le chat encore, il disait que Samuel L. Jackson a très bien répondu. Vous savez ce qu'il a répondu? Alors, vous pensez qu'il a répondu quoi, Samuel L. Jackson? Parce que moi, je sais ce qu'il a répondu. Ah, moi, je sais pas non plus. En gros, il a dit à Tarantino, moi je préfère jouer Nick Fury, je sais pas combien de fois, il a pas dit ça exactement. En gros, il veut dire je préfère jouer Nick Fury que essayer de faire des films pour gagner des Oscars. Petite punchline quoi, genre moi je fais un rôle pour m'amuser et non pour faire des Oscars quoi. En mode moi je fais ça que pour plaisir quoi. Bah, ça aussi, hein, faut pas oublier que la plupart quand même des acteurs du MCU, il y en a beaucoup qui le disent. Alors, certes, ils le font pour le pognon, hein, on va pas se mentir, mais il y a aussi ce côté bonne ambiance, et il y a quand même ce côté où que tu représentes un personnage qui est connu depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et il y a des vraies valeurs. Regarde avec Chadwick Boseman et Black Panther, il y a quand même eu des vraies valeurs du personnage, et t'as quand même dit quelque chose d'assez extraordinaire, ce que certains films ou films d'auteurs ne feront pas. On peut pas enlever quand même que ça permet d'ouvrir plus de choses. Ouais, je sais pas, moi je trouve Bah, surtout que regarde le Black Panther, c'est la première super production où on voit que des personnes d'origine africaine ou non, tu vois, et c'était vraiment, et Chadwick Boseman est devenu une icône. On le voit à l'hommage, bon, je spoil un peu, bah, on sait qu'il est mort, il a l'hommage qu'il est un peu j'allais dire fantastique fort, à la, merde, Fast and Furious, pardon. 7, où en honneur à l'acteur, bah là c'est pareil, genre vraiment ils l'ont bien iconisé, genre vraiment c'est vraiment quelque chose qui représente, ou même au basket, on a déjà vu des gens qui font le signe du Wakanda, et je trouve il a essayé assez iconisé, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire, je trouve que c'est important quand même, c'est assez à souligner. Tout film n'a pas cette portée-là et n'a pas ce message, dans le sens l'unité et tout, je trouve ça très beau en vrai. Après, je pense qu'il y a aussi un peu cette jalousie mal placée parce que c'est des films qui rapportent des milliards. Et Après, je sais pas si c'est de la jalousie, en vrai, parce que en vrai, il a rien à prouver. Tarantino, il a dit qu'il ferait 10 films, il a fait 10 films, tu vois. ouais, Il a fait son dernier film avec, j'oublie toujours le nom. Il était une fois à Hollywood, et il a fini son dernier film, et là, il va tourner des séries. Mais ouais, je sais pas si c'est de la jalousie mal placée, je pense que c'était un ras-le-bol plus qu'autre chose, non?
Après, c'est sûr que dans un calendrier cinématographique, les films du super-héros prennent une grosse place et que si Ouais. tu sors un film à côté de ça, forcément la visibilité, elle est pas la même. Mais après, Comme disait le chat encreur, c'est comme à l'époque, les westerns et les péplums, ça coulait sous les baignures, les 10 commandements, on avait la tour infernale avec Steve. Ah putain, j'oublie toujours les noms, excusez-moi. La grande évasion, c'est ce genre de grands films, tu vois, qui ont fait. C'est un peu l'omniprésence du super-héros. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, ouais, comme tu dis, peut-être une jalousie, mais plus un ras-le-bol aussi. Ouais, voilà, ce n'est pas de la jalousie, c'est juste qu'ils ne voient pas que leur prisme. Ok. il y a Puppet qui a dit que ça serait cool que, alors, il doit parler des gardiens, que une adaptation d'Annihilation. Ouais, Euh, j'ai dit ouais, c'est une bonne idée. on aimerait tous une adaptation d'Annihilation, mais Ouais, clairement, mais ça serait pas au niveau, quoi. alors, pas dans les gardiens 3, ça c'est sûr et certain. C'est Et sûr. je pense que ça serait hyper chaud de faire vraiment un film Annihilation. Ça serait hyper Moi, chaud. je pense, la bonne idée, ce serait de mettre le budget d'un gros film, mais dans une série. Genre, même si vous allez me dire, oui, les séries ont des gros budgets, mais genre vraiment faire une série qualitative où on n'a pas 20 minutes de trucs et c'est quasiment 10 minutes de générique de début et de fin, mais vraiment une série qualitative un peu à la Andorre, en termes de minutes, et où on a une série annihilation sur les personnages, comme on peut voir, parce qu'à un moment, on voit les Gardiens de la Galaxie, on voit Nova, c'est un peu comme les romans de Game of Thrones, tu sais, où il y a, c'est chaque personnage qui est dédié, tu vois, un peu comme ça, tu vois, un peu à l'annihilation, tu vois. Et on verrait un épisode avec Ultron, avec son armure de vibranium et tout d'adamantium, ça serait incroyable. En plus en série, je le vois plus en série. C'est pas faire Annihilation Conquest, mon Titi, avec Ultron. Moi, je confonds, excuse-moi, mais c'est la suite. Je rêve, je pense une série sur 2 saisons, et je me rattrape comme je. Annihilation, ça me ferait un peu penser à Starship Troopers, tu vois, genre avec les grosses bestioles et tout, tu vois. Ça me ferait penser un peu. Ouais, ça ferait ça, ouais, ça ferait exactement ça. Mais moi, pour conclure là sur cette histoire T'as de raison. cinéma ou pas, on va dire un truc très simple. Hein, le cinéma porno, c'est considéré comme du cinéma. Donc à partir de là, est-ce que tout n'est pas considéré comme du cinéma? Tu vois ce que je veux dire? C'est que Mais sauf des chacun sa niche. Si tu veux, Tarantino reste dans ta niche. Laisse les films du MCU qui sont effectivement peut-être plus faciles à produire ou que ça roule avec des grosses machineries derrière. Ou toi, Tarantino, il a aussi des choses. Des gens derrière lui, mais si tu veux, c'est pas le même cinéma. Enfin, tu peux pas comparer deux styles différents. Effectivement, ils voient leur truc à travers leurs yeux, c'est pas leur style. Bah, laisse les autres faire leur truc tranquille, tu vois. Le MCU, ils vont pas dire, ouais, mais Manuel Ferrara, il fait pas des vrais films, tu vois. Enfin, d'un moment, voilà. Et pour conclure sur ça, moi, je vous dis, et voilà. Je lui dirai pas plus. Mais et du coup, voilà, il y a Dark Cave qui disait tout à l'heure, ouais, moi j'aime bien quand on parle de livres, mais on va y arriver, t'inquiète. Je vais vous en foutre une trentaine dans la tronche, donc ça va arriver. Ouais, on profite du commentaire du coup pour changer de rubrique du coup. Donc ça on fait comme ça. Bon bah on valide pour le trailer du Gardien volume 3. Du coup on n'a pas trop fait de spoil, c'est bien. On n'a pas trop fait de spéculation pour Thomas. Ouais. Merci, c'est gentil. On passe à toi, Aurel. Allez, c'est parti pour les ordres de lecture Gardien de la Galaxie, hein, spécial. Hein. Nouvelle rubrique, la chronologie. C'est parti. Du coup on lance le jingle. Très bien. Ben, on va commencer par le début, hein. De toute façon, on commence toujours par le début. Alors le début, mais pas forcément le meilleur point d'entrée, hein, on va pas se mentir. Les intégrales, sorties chez Panini. Alors là, je suis un peu sur le chat, mais c'est pas grave, on voit quand même bien. Ça se verra bien sur YouTube, hein, de toute façon, on fera tout comme il faut, nickel. Les Gardiens de la Galaxie, donc édité tout pour la plupart, hein, de toute façon maintenant chez Panini Comics, hein, il y a très peu de choses chez les anciens éditeurs des Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, le premier tome c'est 1969-1977, donc ça recouvre quand même pas mal d'années sur très peu de chapitres, parce que on va pas se mentir, au début c'était pas une grosse équipe, et comme vous le voyez très certainement sur la couverture, ben, c'est pas du tout l'équipe qu'on connaît, sauf ici Yondu, avec sa flèche magique qui était tirée par un arc à l'époque. On n'est pas du tout sur le Yondu qu'on connaît maintenant dans les films. Mais j'ai trouvé ça sympa de le réutiliser dans les films de la manière dont il est fait. Donc voilà, les intégrales, il y en a une dizaine si je dis pas de bêtises, et ça finit en 1994 avec quelques petits récits à intégrer qui ont été faits après
du genre les origines de Rocket, ça a été intégré au milieu à peu près, ça à lire à peu près au milieu des Gardiens de la Galaxie à ce niveau-là. Il y a un petit peu aussi de Captain Marvel en Marvel Monster, mais c'est un peu négligeable dans tout le truc cosmique. Donc, la première série, c'est celle-là, en intégrale disponible jusqu'en 1994 chez Panini. Et ce qui est important de noter au milieu, c'est la trilogie de l'infini, qui est quand même importante dans le cosmique et surtout pour la suite, parce que les Gardiens de la Galaxie et Thanos, on sait que ça matche bien. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous vous lancez dans les Gardiens de la Galaxie, même si vous ne tapez pas les intégrales de cette équipe-ci, essayez quand même de vous faire la trilogie de l'infini, parce que c'est quand même une bonne base pour le cosmique. Voilà, c'est très bon, c'est du Jim Starlin, ça se lit bien, c'est fluide. Les dessins, c'est pas trop mal vieilli, je trouve, c'est coloré, c'est beau. C'est un peu vieux, mais franchement, ça se fait bien. T'as aimé la dernière partie, les Croisades de l'Infini? 94, la première série, les Gardiens de la Galaxie. Tu me disais pour moi? Bah, j'ai dit les Croisades de l'Infini, t'as bien aimé le dernier, bah, la troisième partie? Ouais, c'est la Croisade de l'Infini le dernier ou c'est la guerre? Ouais, c'est ça, t'as le Gant de l'Infini, la guerre de l'Infini et t'as la Croisade de l'Infini. Après, moi, je trouve que la trilogie de l'infini, c'est un truc qui roule presque tout seul parce que finalement, bon, on va pas trop spoiler sur Adam Warlock, mais si tu veux, t'as les trois phases du personnage qui vont revenir après plus tard dans le cosmique, donc ça roule. Après, je t'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, hein, la trilogie de l'infini. Je pense que je vais me la refaire pour les Gardiens de la Galaxie 3, mais pour le coup, moi, j'en ai un bon souvenir. En fait, moi, je m'étais fait tout le run de Jim Starlin sur Thanos, etc. d'un coup. Et c'est vrai que j'en ai un bon souvenir de Jim Starlin. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu en automatique sur Thanos. C'est-à-dire que on sait où ça mène un peu, même s'il y a des surprises. Mais en fait, le personnage de Thanos, il s'écrit tout seul pour Jim Starlin. Et c'est très bien parce que c'est très fluide. Et moi, j'en ai un très bon souvenir. Même si des fois, il y a des surprises, on se dit, bon, il va revenir, machin. Mais il y a toujours des petits éléments qui t'arrivent à te maintenir en jambes et tout ça. Et Jim Starlin, j'aime beaucoup. Donc, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup accroché à l'univers cosmique grâce à lui. Donc, la trilogie de l'infini, c'est un truc que je conseille, même si je conseille pas forcément de commencer à lire ça. Ça se lit bien, hein, ça a bien vieilli, mais c'est à mon avis pas le meilleur point d'entrée pour lire les Gardiens de la Galaxie. Et de toute façon, là, chez Panini, ça s'arrête en 94, et après, il y a rien jusqu'en 2006. Ou alors là, attention mes amis, Annihilation. Et là, on parle d'un gros bousin. Bon, c'est un omnibus, hein, chez Panini. Ça existe aussi en Deluxe. Ça a été édité en premier lieu en Deluxe, mais commence à coûter un peu cher des fois en occasion. Même si c'est un peu baissé depuis que l'omnibus est sorti. Mais voilà, je vous conseille plutôt l'omnibus. Annihilation, c'est le grand retour du cosmique, hein, on va dire, à l'époque chez Marvel. Il y a eu des choses, des choses qui se mettaient en place un peu chez les X-Men, etc., pour arriver justement à la phase après Annihilation. Et chez les 4 Fantastiques aussi d'ailleurs. Annihilation, voilà, moi, un truc qui m'a bien mis dans l'ambiance au niveau cosmique aussi. Il y a du Nova, pour ceux qui aiment du Nova, et il y a l'apparition de la nouvelle équipe, qui est presque celle qu'on connaît des Gardiens de la Galaxie. Il n'y a pas Groot, et c'est très bien. Et parce que vous en doutez, j'aime pas trop Groot. Et voilà, Annihilation, très bonne saga cosmique. Il y a tout dedans. Il y a du Thanos, il y a du Annihilation, il y a pas mal de choses. Donc très bon point d'entrée, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de persos qui débarquent là. Ça résume pas mal de choses via les dialogues, etc. Donc Annihilation, très bonne base parce que nouvelle équipe des Gardiens. Et à partir de là, on peut enchaîner sur Annihilation Conquest, qui est la suite, qui est là, rangée encore. La suite directe de l'Annihilation, toujours avec la même équipe des Gardiens. Hop, ça enchaîne. Et après, vous avez, je ne l'ai pas sorti, mais vous avez les Gardiens de la Galaxie Héritage. C'est une série en 3 tomes, et je vous le sors de suite, parce qu'il est juste là. Oh, il a tout préparé, t'as vu, Nova? Ah oui. Comme ces montages, ils sont carrés. Et j'ai vu, t'as un joli petit beau fauteuil. Hein. T'as vu ça? Ah ouais, c'est ouf. Et après, si tu veux, on dirait un par un. Deux Gardiens de la Galaxie. Donc, les Gardiens de la Galaxie Héritage, donc nouvelle série qui suit totalement Annihilation et Annihilation Conquest, qui est en 3 tomes, et qui, elle, va suivre en parallèle
deux grandes sagas cosmiques. Et ça qui est intéressant, c'est War of Kings et Realm of Kings. Alors, excusez-moi pour l'accent anglais, mais j'ai un accent de merde. Et du coup, c'est en parallèle de ces deux grands événements qui mettent à mal les trois grandes familles cosmiques à ce moment-là. Il y a les Inhumains, il y a les Kree, il y a les Skrulls, il y a un peu tout, enfin les Skrulls qui ont été un peu annihilés quand même, mais il y a les Shi'ar aussi. Et voilà, très, très grand moment, moi je trouve, de cosmique où tout s'entremêle un petit peu. Les gardiens vivent un peu leur vie en parallèle de ces sagas-là, mais tout reste important. Il y a du Thanos, il y a du tout. Donc moi je trouve que c'est une période assez faste du cosmique. Et pour les gardiens, pour moi c'est une de mes périodes préférées. Et pareil, il n'y a pas Groot. Et on apprend des choses sur Warlock, on apprend des choses un peu sur tout le monde. Et sur Rocket, voilà, Rocket a son tempérament, etc. Donc c'est vrai que voilà. Donc pour moi, ce que je vous conseillerais de faire, et après Nova, tu me diras si toi qui aimes aussi beaucoup le cosmique, et Thomas aussi, tu me diras, mais je sais que Nova l'aime beaucoup. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par Annihilation, suivre par Annihilation Conquest, et après, hop, vous enchaînez sur ça avec la suite du cosmique, et après tout roule d'un bloc, quoi. Voilà. Ouais, là, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Ce qu'il a présenté en Deluxe, là, après Annihilation Conquest, c'était paru dans les Marvel Universe en kiosque, non? De mémoire, non? Ah ouais. Non, en fait, du coup, c'était apparu dans les Marvel Universe, mais comme on l'a dit plus tôt, comme c'était un peu vachement saccadé par équipe et par personnage, du coup, ils ont fait le Deluxe des events comme Annihilation et tout ça, et après ils ont fait le Deluxe donc Gardien de la Galaxie et les Deluxe aussi Nova, parce que du coup ils en ont sorti aussi juste pour Nova, comme ils étaient un peu séparés mais en même temps dans le même event. Et puis Marvel Universe c'était quand même relativement épais quand même à l'époque, parce qu'on était sur des 144 pages. Ouais, on était quand même sur des gros formats du coup qui sortaient tous les 2 mois, donc ça permet quand même d'avoir pas mal de contenu et on avait des bonnes personnages et des bons descriptifs. Donc c'est ça qui est cool et ça permet d'avoir pas mal de Deluxe là-dessus. Mais carrément, hein, du coup, comme dit Aurel, hein, c'est vraiment le bon point de départ, Annihilation. Déjà parce que dans le niveau cosmique, ça a vraiment relancé le cosmique, mais de feu de Dieu, parce que avant ça, le cosmique, il existait pas non plus énormément, à part la saga de l'infini et tout ça, mais qui était proprement lié à Thanos. Annihilation, même si Thanos fait une apparition, De quoi? Je dis elle est liée à Thanos et Warlock quand même, parce que il y a un personnage qui est un peu le némésis de Warlock, sans spoiler. Si, que Warlock il a quand même un rôle principal. Hein. Mais du coup, Annihilation, sans forcément trop en dire, ça commence vraiment vraiment dramatiquement. Et puis ça refait une refonte totalement du cosmique dans l'univers Marvel. Hein. Et puis ils ont vraiment réussi à tenir ce fil rouge pendant des années, parce qu'on a vraiment des bonnes cohérences. C'est pour ça que j'aime bien dans le milieu cosmique, parce que tout a un impact encore un peu plus que sur Terre. Et jusqu'à War of King, on a une continuité assez extraordinaire. Après War of King, je trouve que ça patauge un peu dans la semoule. On a une grosse baisse pendant plusieurs années. Mais toute cette période, ça a quand même duré plusieurs années où on a eu de la très très bonne qualité, quoi. Ouais. Mais après, ça se conclut sur KOR aussi, non? Ouais, mais alors, je n'ai pas envie d'en parler. Non, ça se conclut avec KOR, non? Après, le problème, c'est que les Gardiens de la Galaxie, il y avait vraiment un énorme succès autour de l'équipe. D'ailleurs, c'est marrant que t'aimes pas Groot, parce que je trouve que Groot, dans le début des Gardiens, je trouve qu'il est hyper cool. Et je me rappelle, alors, j'arrive pas à me souvenir, et je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai cherché. Je sais que pendant un moment, Groot, il savait parler, il parlait notre langue, il parlait pas en Groot. Et j'ai jamais retrouvé dans quel comic c'était. Et genre, je sais que pendant un moment, pendant quelques années, Groot, il parlait normal comme nous, tu vois. Il était pas en je m'appelle Groot. Mais c'est marrant que t'aimes pas Groot, alors que je trouve que dans les comics, il est carrément top, je trouve, tu vois. Mais, après, je comprends qu'il aime pas Groot. Hein. Je comprends ce qu'il dit. Hein. Il a fait il a fait langue plus 3 Aurel du langage. Je s'appelle Groot, donc il peut pas saquer ce qu'il dit. Des fois, il lâche des trucs, Groot, et Aurel est là pour dire non, j'aime pas trop. Ça passe pas, quoi. Pour répondre à Pisano, où sont les Badouns? Les Badouns, ils sont chez les X-Men et c'est rare de les voir ailleurs. C'est vrai, parce que les Badouns, dans le point de vue cosmique, à part les mentionner, on ne les voit pas. C'est vrai. C'est vrai que les Badouns, un peu comme les Shi'ar, même si les Shi'ar, on les voit quand même un peu plus pendant War of King, parce que forcément,
ça entraîne une guerre cosmique. À partir de la chute de l'Empire Shi'ar, qui est quand même assez lié avec War of Kings et Realm of Kings, qui est pas mal d'ailleurs, j'aime beaucoup. Là, on les voit un peu plus, ils prennent un peu plus d'ampleur ailleurs que chez les X-Men, quoi, finalement. Ouais. C'est là où il y a vraiment cette grosse coalition. Et c'est pour ça que moi, c'est des années que j'aime beaucoup, parce que tout ce qui a été mis en place avant se met ensemble, et en fait, sans vraiment perdre personne, parce qu'on arrive toujours à se mettre des personnages, à dire, bah, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui. On arrive à bien centrer qui est qui, et donc, du coup, c'est vraiment très sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, du coup, je pense aussi que dans les Deluxe des Gardiens de la Galaxie, ça doit reprendre un peu tout ce qui est Secret Invasion. Je pense que ça doit être un peu la même période. Parce que du coup, Secret Invasion touche le niveau cosmique pendant un petit moment. Mais j'arrive plus trop à situer chronologiquement. Je sais qu'il y a un Deluxe Nova qui est sur Secret Invasion, mais je suis pas sûr que ça touche beaucoup les Gardiens de la Galaxie. J'ai pas souvenir que ça touche beaucoup. Ah, je sais Non, plus, ouais. pas trop. Ouais. Donc du coup là on en était donc deuxième série, on va dire, Gardiens de la Galaxie. Bon, après le gros event Annihilation, ça on en a assez parlé je pense. Deuxième série, donc il y a 3 tomes, hein, Gardiens de la Galaxie Héritage. Après il y a celui qui va avec War of Kings, qui est intitulé War of Kings, et il y a le troisième qui va avec Realm of Kings, et qui, je vous le donne dans le mille, est intitulé Realm of Kings. Voilà. Il y a Donc une dernière partie, pourquoi vous la citez pas? de quoi? Alors, Il y a une dernière partie. Chaos de Nord, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles Thanos Initiative, c'est la même chose ou pas? Je sais plus moi exactement ça. War, c'est encore, mais en fait, je crois que c'est un hors-série, en fait, hein, KO War, hein. Oui, mais moi ça me parle pas parce que je sais que derrière moi dans tout ce qui est dans mes fichiers, moi j'ai Thanos Initiative qui est je sais pas si on peut le dire aussi, qui est, la conclusion un peu de tout ça et d'annihilation. Et après Thanos Initiative, eh ben, du coup, on enchaîne avec la troisième série, la V3, qui est plutôt intéressante aussi, mais qui est même un peu moins, et comme disait Nova, ça patauge un peu plus dans la smoule, mais ça a ses raisons. C'est parce que c'est beaucoup plus lié aux X-Men. Donc c'est cette série-là, donc qui existe en plusieurs formats, mais il y a le format Deluxe qui est sorti. Donc on voit, il y a même Iron Man qui intègre l'équipe à un moment donné, hein, qui décide de partir un peu en vacances. Et qui décide, qui est pas mal, et d'ailleurs dans l'équipe, je trouve qui rend bien. Parenthèse, je me permets de te couper. En fait, on arrive à cette ère de comics où les films sont sortis au cinéma et que on intègre un petit peu ce succès cinématographique aux comics. Et puis Il y a beaucoup d'humour. Hein. De quoi? Il y a beaucoup d'humour dans les Gardiens de la Galaxie de 2014 de l'event Marvel No, et surtout c'est un peu le problème de ce qui se passe, c'est que on cale les personnages au film, et c'est ce qui s'est passé par exemple pour les Éternels en 2021, où on a carrément changé les sexes des personnages, on s'est calé par rapport au film, et par exemple Wolverine on l'a beaucoup changé aussi par rapport au film, du film au comic. Oui, après, c'est quelque chose qui se fait naturellement parce qu'en fait, les gens sont habitués à certains personnages du coup au cinéma, et ceux qui vont passer du cinéma en fait aux comics, en fait, ils vont se dire mais je comprends pas comme dans le film, et c'est toute une cohérence commerciale en fait qui se met en place parce que maintenant les films font tourner les comics presque plus que l'inverse, donc c'est sûr que c'est une logique qui a été faite, mais clairement. Hein. Effectivement, voilà, c'est normal. Nova, on t'a coupé. Non, du coup, forcément, on était sur un format cosmique en bimestriel à l'époque, hein, qui était quand même relativement un peu plus travaillé. Et après, on est passé sur un rythme mensuel pendant l'ère Marvel No, où forcément, qui dit mensuel dit forcément baisse de qualité. Voilà, je trouve en tout cas. Ouais. Alors après, regarde 52. J'en ai quand même un bon souvenir de cette époque. C'est pas, je trouve, c'est pas la pire, je trouve. C'est pas la pire. Regardez les 52. L'Event 52, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines. C'était même pas, c'était pas mensuel, c'était hebdomadaire. Ouais, mais ça c'est. Et en vrai, la qualité du 52, elle était pas mal. Ouais. J'ai pas dit que c'était le meilleur event, mais 52, je crois que c'est un des premiers comics, une première série de comics où c'était vraiment hebdomadaire et c'était de A à Z. Bon, ouais, non? Vous êtes pas d'accord? Hein? Ouais, après ça dépend si ça a été prévu à l'avance ou pas. C'est-à-dire que si tout est prévu à l'avance, c'était clairement prévu à l'avance. Hebdomadaire parce que les mecs ils l'ont prévu à l'avance et que c'est prêt à l'avance. En fait, t'as pas ce problème de qualité, mais nous pour le calendrier de l'avant, on va pas se mentir. Moi, j'ai tout prévu déjà, tout est fait pour décembre, et en fait, je le modifie au fur et à mesure. Donc du coup, on va essayer de faire un truc de qualité. On fait pas le matin même pour le soir, tu vois ce que je veux dire. Et comme ça te permet d'avoir un truc.
Si c'est mensuel et que c'est fait dans le mois, là, ça peut poser un peu plus problème. Et, si c'est fait hebdomadaire et que c'est fait dans la semaine, ça peut poser problème aussi. On peut parler des mangas, tu vois, les mangas, ils sortent un chapitre par semaine. Mais c'est pas pour rien que quand ils sortent les tomes reliés, derrière, il y a des retouches qui sont faites par l'auteur parce que ils sont souvent pas satisfaits de tout ce qu'ils font. Et donc, du coup, ils sont obligés pour les tomes reliés de prendre un certain temps pour améliorer certaines choses, des fois du dessin, ou des fois certaines cases ou certains mouvements de trucs, pour être satisfaits de leur travail à 100%. C'est la logique commerciale qui veut fonctionner comme ça. Voilà, c'est tout un truc comme ça. C'est pas Kentaro Miura qui te contredira. Hein. Oui, voilà. En fait, Kentaro, il était c'est un peu différent, quoi. C'était un fou. Ah oui, trop de détails. Voilà, donc du coup, la V3 des Gardiens de la Galaxie, ça commence par ce tome-là. En Deluxe, il y en a 2. Il y en a 4 en non Deluxe. Et après, ça finit du coup sur beaucoup. Alors, il y a beaucoup de crossovers, comme je disais, avec les X-Men. Alors, beaucoup non, mais il y en a au moins 2. Miroir quelque chose. Hein. Et le procès de Jean Grey, de mémoire. Le procès de Jean Grey et le... Il y a Black Vortex et le procès de Jean Grey. Voilà. Merci. Je pensais les avoir sortis, mais je les ai pas sortis non plus. Donc, voilà, je peux te sortir en quelques panini si tu veux. Non, mais de toute façon, je les mettrai à la rediff, je les mettrai, t'inquiète pas. Donc voilà, donc cette série-là, elle est plutôt pas mal, j'en ai un bon souvenir, il y a quand même des bons dessins, les persos sont sympas, il y a l'arrivée d'Angela aussi, parce que c'est l'époque où, après Age of Ultron, il y a Angela qui arrive. Non, arrête, c'est En plus, j'aime beaucoup Angela quand elle fait partie des Gardiens de la Galaxie. Je trouve que c'était vraiment une valeur ajoutée. Oui, on comprend pourquoi, c'est... Du coup, ça fait une deuxième femme. Elle est un peu comme Gamora et tout. Je trouvais que ça donnait une vraie dynamique à l'équipe. Ça faisait faire un petit changement et je trouvais ça très bénéfique. Ça s'appelle comment tu sais, quand on prend un personnage d'un autre univers de comics et on l'intègre dans cet univers-là, je sais pas comment ça s'appelle ce procédé-là. Par exemple, quand tu fais on appelle ça le multivers. Non, mais en vrai, par exemple, la rétrocontinuité comme Sentry, c'est la rétrocontinuité, on fait croire que le personnage existe depuis le début, mais un personnage qu'on met d'un autre univers à un autre univers, même si, comme tu dis, c'est un multivers, mais c'est vraiment, je pense que c'est un terme, en vrai. Je sais pas, ça m'intrigue, ça me passait par la tête. Après, Angela, il a eu une rétrocontinuité aussi à un moment donné. Hein. Ouais, c'est un peu les retcons du personnage aussi. Alors, je sais pas s'il y a un terme précis pour ça. Ouais, il y a moyen, je pense. Ouais. Après, je pense que Puppet Comics, il est au taquet, il adore Spawn. C'est un fifou de Spawn, Puppet. À la fin de cette série, il y a eu le Secret Wars 3, du coup, et tout a été plus ou moins rebooté. On connaît l'histoire de Secret Wars 3, ouais, ça fout le bordel. Ah non, c'est pas dans ceux-là où il y a Agent Venom. Ah non, c'est après. C'est après Secret Wars. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, c'est après. Ouais, c'est après. Ouais, il me semble que c'est après. Oui, c'est après. C'est après parce que je l'ai là sur la couverture du suivant. Donc du coup, oui, dans cette truc-là aussi, c'est beaucoup axé aux X-Men aussi parce que il y a aussi une petite histoire entre Kitty Pryde et Star-Lord, et Kitty Pryde du coup qu'on retrouve ici en Star-Lord, hein, voilà. Et Agent Venom et Gel Deluxe aussi, qui est pas mal. C'est après. Donc là, considérez la V4 qui est estampillé All New Gardien de la Galaxie, mais pas partout. Alors du coup, c'est cette période un petit peu bâtarde entre le Now et le All New. On sait pas trop où on en est chez Marvel. Donc ça, quatrième série des Gardiens de la Galaxie. Alors moi, je les ai dans ce format-là, mais ils commencent à être sortis en Deluxe en ce moment. Donc dans ce format-là, il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Série que j'ai lue, qui est pas mal, qui moi je trouve commence à baisser quand même un petit peu. Il y a des choses sur Star-Lord, mais ça commence à être un petit peu, voilà, ça glisse tout seul. C'est sympa, mais ça glisse tout seul. Il y a la chose, on voit qu'il y a la chose aussi qui est pas mal, qui remplace, qui fait un peu doublon avec Drax des fois. Et mais voilà, ça reste quand même agréable à lire. De toute façon, ça reste du cosmique. Moi, le cosmique, je suis fan. Il n'y a pas de problème. Série agréable. C'est pas le meilleur point d'entrée parce qu'il y a toutes des histoires le précédent avec Kitty Pryde, mais on peut commencer aussi par là, je trouve. Ça se fait bien. Pour l'instant, toutes les séries que je vous ai présentées, ça permet de commencer assez facilement. Si on commence par cette série-là, on peut commencer par Annihilation et la série qui a après avec les War of Kings, etc. Pour moi, c'est la meilleure période et comme ça permet d'enchaîner avec le reste. On peut tout aussi bien commencer avec celle-là
Parce si on connaît un peu les personnages, on n'est pas perdu, on arrive à s'en sortir. C'est assez facile d'accès, même s'il faut lire un peu du X-Men à côté. Ça va. Et ça aussi, ça se lit assez facilement. Pas énormément de personnages, pas énormément de trucs un peu complexes, du multiverse, du tout machin. Donc, ça se lit bien. Pour l'instant, ça va. Tu disais Nova? Pardon. Non, t'inquiète. Je voulais juste faire une parenthèse qu'en fait, on sent la baisse de qualité parce que le cosmique, il est plus trop présent et on a une équipe Gardiens de la Galaxie qui sauve plus trop la galaxie. Donc, on a des histoires un petit peu fadasses, je trouve. Parce qu'il y a toujours, il y a cette amourette entre Kitty Pryde et Star-Lord, ouais. Et puis, le seul truc intéressant, je trouve, dans cette saga-là de la V4, pour le coup, c'est les origines de Venom avec la planète Clintar, quoi. Ouais. Je trouve que c'est vraiment que du coup ça a vraiment fait un nouveau pan cosmique et puis c'est ce qui nous a amené récemment à Knull, du coup, donc je trouve ça hyper intéressant. Mais à part ça, je trouve que ça n'a pas été C'est vrai Il y a une petite incohérence quand même, hein, je trouve. vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Je dis, il y a une petite incohérence quand tu vois que sur la série avec quand Venom il fait partie des Gardiens de la Galaxie, la planète des Clintar, les Clintar ils sont gentils, ils permettent de révéler, désolé du spoil, attention, 3, 2, 1, révèle la parfaite forme de Venom en mode il est aseptisé de tout le mal qu'il a eu et normalement dans Knull, ils disent que les symbiotes ils veulent partir de Knull, mais ils sont mauvais, genre et Non. je trouve que je pense. C'est expliqué parce que du coup Knull il est endormi pendant des millénaires. Et du coup, je crois qu'il le mentionne pendant un moment que les symbiotes sont devenus faibles, mais le fait que lui revienne, les symbiotes, en gros, ils redeviennent un peu ok, d'accord. aux origines, tu vois. En fait, de base, c'est la nécro-épée qui fait que, comme c'est le premier symbiote, la nécro-épée, c'est ça qui fait que qui sont méchants, en fait, les Clintar. Mais ils ont vachement évolué, parce que Knull, il a été endormi pendant des millénaires et des millénaires. Je pense que c'est pour ça. Merci de m'avoir rappelé. Ouais. Non, mais ouais, du coup, on t'a coupé. Je t'ai pas entendu, Aurel, quand Non, je disais la même chose que Thomas. Moi, je suis pas allé jusqu'au Knull encore. Niveau lecture, je suis pas allé bien plus loin. Ouais. Moi, théoriquement, j'ai tout lu de 1963 jusqu'à Secret Empire où j'ai arrêté parce que je suis allé lire autre chose entre temps. Mais donc voilà, donc on va attaquer un peu la période que j'ai pas spécialement lu encore. Avec la V5. Oui, non, pas la V5. Le All New Gardien de la Galaxie, qui est celle-là, de série. Ouais. En 2 tomes, avec le deuxième tome avec un peu la tronchetta de Nova dessus. Et je pense que c'est une couverture que t'aimes bien. Attends, c'est lequel Nova, ça? C'est le vrai? je pense qu'il se paye ta tête, je pense que tu vas pas aimer, normalement. Non, mais si, elle est bien. Avec, attends, je vais te la montrer. Ouais, elle est bien. Avec son Nova préféré? Tu sais que je me rappelle plus du tout de la série. Avec le jeune Nova? On sait que c'est ton préféré. Ah, elle est trop belle, la cover, là. Avec Nightcore. Elle est belle. Je pensais que c'était un gag, genre, je pensais que c'était son fils et tout. Je fais pas toujours des vannes, quand même. Donc voilà, cette série-là, elle tient en 2 tomes. Hein. Je pense qu'elle sera à un moment donné éditée en deluxe. Faut pas se mentir. Parce que de toute façon, on connaît le slogan de Panini Comics, hein, un récit, 15 formats. Et Réédité pour donc voilà. mieux créer. Réédité pour mieux créer. Donc voilà, une série qui est là, qui se conclut après par un récit qui est un peu le prélude à Infinity Wars, qui est un gros événement cosmique des fins des années 2000, pas loin de 2020 d'ailleurs, 2017. Pas eu de pas par contre. Hein. C'est ce récit-là, les Gardiens de la Galaxie. Alors attendez, j'ai bouffé le nom. La quête de l'infini, parce que je l'avais en anglais, et c'était tout aussi bien. On reconnaît un petit peu Adam Warlock ici, et son cocon d'évolution. Donc voilà, ça c'est un petit peu le prélude à Infinity Wars. Il y a aussi un prélude qui existe en Deluxe, et il y a l'event qui existe aussi en Deluxe de Infinity Wars, où les Gardiens de la Galaxie sont présents. Voilà, c'est le gros event de cette période-là, où il y a cette série ici, qui finit par ceci, et par Infinity Wars. Voilà. Donc là, ça c'est une période que je n'ai pas spécialement lu encore, donc je peux rien vous en dire. Moi, je sais pas si tu l'as lu, toi, Nova.
cette partie-là? J'ai lu, alors comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'était une période où ça rushait énormément les comics et que bah c'est à peu près pas longtemps après où j'ai arrêté les mensuels parce qu'il y avait beaucoup trop de contenu et pas assez qualitatif. Donc Ouais. j'ai tellement rushé la lecture que clairement j'en ai un très vague souvenir. Mais je sais que Infinity Wars, donc on rajoute le S parce que c'était la mode. C'était la mode un peu comme Faire ça. les petites poches de... Du coup, je pense que Marvel n'a pas suffisamment d'idées, donc il rajoute juste des lettres. Ah oui, Ouais, c'est pour les gens qui savent pas, Nova, il est très taquin. ouais, Marvel, en fait, parce que je trouve quand on se sort pas les doigts du cul comme ça et qu'on réfléchit pas et qu'on rajoute juste une lettre, je trouve que c'est du foutage de gueule, mais Bah, t'as dû incroyable. péter un câble pour le principe, alors. De quoi? Bah, le principe de l'event, t'as dû péter un câble. Désolé du spoil, 1, 2, 3, il mélange, par exemple, Thor et Iron Man, t'as dû péter un câble, dans le sens où il faisait des mix de personnages où t'as kiffé. Enfin, je sais pas, soit t'as kiffé, soit t'as détesté, je sais pas, te connaissant. Bah, ça, en fait, on le prend pas pareil, je le lis pas, je le lis différemment, tu vois, encore, donc ça va, tu vois, ça passe. Mais ouais, Infinity War, on est encore sur un event où, bah, comme Infinity War, ça a hyper bien fonctionné, on se dit qu'en rajoutant une lettre, ça peut que fonctionner, ce qui n'est pas le cas. Du coup, voilà. En fait, on reprend vraiment les codes un petit peu de l'époque et ça marche pas. Mais de toute façon, cette période-là de gardien, pour moi, ça a été très très mauvais. Ils ont fait revenir Nova, mais même cette période-là, même le fait de retour de Richard Rider, je trouve que c'est un petit peu loupé pour le coup. Ouais, moi j'aimais pas bien aussi le personnage de Nighthawk. Tu sais, Ouais, mais voilà, moi, je me souviens de l'époque que j'avais beaucoup aimé là. Il y avait Nighthawk, je sais pas ce qu'il en est pour cette série-là, mais du coup je l'ai vu en couverture, je me suis dit ouais ça peut être pas mal. On verra ce que ça donne. Voilà. bah, c'est un personnage hyper intéressant, mais du coup on le voit pas assez souvent. On le voit un peu plus bah, dans les prochains du coup que tu vas présenter. Oui, voilà. Qui est ici, la V5, du coup qui suit Infinity Wars. Donc la V5 tient dans ce Deluxe. Hein. Il y a 12 numéros. Il y a 12 numéros, hein, donc voilà. Deluxe, ça s'appelle Le Dernier Défi, si je lis bien. Voilà, Le Dernier Défi, que je n'ai pas lu encore hein, non plus. C'est dans ma palle. Bah, Je pense que je vais pas tarder à attaquer. je peux faire un petit résumé du coup très rapidement. J'avais déjà fait un résumé sur ma chaîne parce que du coup c'était un peu le renouveau des équipes de les Gardiens de la Galaxie par Donny Cates, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, par ça que Donny Cates a vraiment monté en cote chez Marvel depuis ça. On est sur un très bon Deluxe qui remet des bonnes bases des Gardiens de la Galaxie. On reprend du pur cosmique comme on a un peu au début de Annihilation, un peu moins épique, mais on a quand même une grosse bonne base. Ça, c'est vraiment un bon point d'entrée récent pour les nouveaux lecteurs, je trouve. Hein. Vraiment, on retrouve des nouveaux personnages, des anciens personnages, et ça permet d'être une bonne porte. Et on sent qu'ils essayent Donny Cates, pour le coup, tu t'en parleras avec les prochains que tu vas présenter. Il reconstruit un univers cosmique de A à Z avec des vrais problèmes, des enjeux qui sont liés aux années précédentes. Et c'est très, très intéressant. Il y a dans les commentaires italienne qui dit je suis fâché contre vous. Alors, soit c'est parce qu'on donne des bons titres et donc elle est fâchée contre vous parce qu'on pousse à acheter, ou elle est fâchée contre nous parce qu'elle aime pas ce qu'on dit. Je sais pas. Faut qu'on terre ce quiproquo là. Explique-toi. Dis-nous. Je fais juste une petite parenthèse sur le Deluxe des Gardiens parce que on a quand même un Groot steampunk avec des crêtes comme ça pour le plaisir de lire. J'étais obligé de lui montrer. C'est peut-être un meilleur design que ce qu'on a maintenant au ciné. Hein, mais bon. Je sais pas, est-ce que tu le considérais un point d'entrée du coup? Ouais, donc comme du coup j'ai dit un point d'entrée, c'est hyper bien. Ok, bah nickel. Donc voilà. Annihilation, le dernier défi entre les deux, méfiez-vous. Oui. Et on va attaquer du coup la V6, qui pour l'instant est sortie en 3 tomes et je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Je sais pas si c'est prévu ou pas. La série était... Voilà. Ouais, elle n'a pas marché. Je crois qu'elle a pas marché, c'est ça? Oui, ça a fonctionné ici. Hein. Ah oui, ça a pas marché ouais. parce que l'alignation, ça fait des choses pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Il y a eu un bon retour du vrai Nova et tout, donc. Du vrai Nova. C'est pas Nova, il est content. Oui, c'est vrai Nova. Son fils, c'est juste une. Ah putain, une interlude. On parle de Tom Alexander, on est bien d'accord.
Et Ah, c'est Nova qui l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Je sais que je ça m'a suis pas gentil. Nova, mais il veut pas l'admettre. Je suis pas gentil avec Noah. Donc voilà. Gardien de la Galaxie, la version V6 en 3 tomes, du coup, qui se finit avec le crossover de Last Annihilation, qui je pense aussi sortira à un moment donné en Deluxe ou en Omnibus. Donc D'ailleurs, ne vous précipitez peut-être pas à vous lancer directement dans celle-là. Pour résumer cet ordre de lecture, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes vraiment des fous comme moi, vous voulez commencer depuis le début. Ah, mais pour ceux qui savent pas, Aurel, c'est un fou. Hein. Il a lu tout Spider-Man depuis le début. Il a lu tout depuis Batman. Suivez son compte parce qu'il fait des guides et tout. C'est incroyable. Je me l'ai même demandé, c'est toi qui fais les montages et tout. Ouais, je suis incroyable. Non, mais vraiment, c'est vraiment fou ce qu'il fait. D'ailleurs, je pense que je ferai les ordres de lecture sur Insta, sur mon compte aussi des Gardiens de la Galaxie, comme ça sera physique pour les gens qui nous suivent, et je le rebasculerai aussi sur le compte du Plan 3. Arrête d'être autant productif, tu nous mets de l'ombre. Non, mais je le mettrai aussi sur notre compte. Oh, je rigole, mais t'as bien raison. Il fait un taf de fou. Donc, si vous voulez vraiment, voilà, commencer vraiment par le tout début et que vous n'êtes pas rebuté par les dessins un peu vieillissants, parce que je peux vous montrer, hein, mais c'est à l'ancienne quand même, hein, c'est les années 60-70. Voilà, c'est pas des dessins où on peut accrocher peut-être de manière intuitive maintenant. Voilà, la première équipe, vous avez ça en intégrale chez Panini. Et moi, le conseil que je vous donne vraiment, voilà, si vous voulez vraiment accrocher à l'univers du cosmique, que vous avez vraiment envie de vous y mettre à Gardiens de la Galaxie, avec l'équipe qu'on connaît, avec l'humour qu'on connaît, peut-être même mieux dosé, avec un peu de gravité, du cosmique. Vous commencez par Annihilation, vous suivez avec Annihilation Conquest, et après derrière, eh ben, ça va être la série qui suit tous les événements cosmiques de la période qui suit. Les Gardiens de la Galaxie Héritage, j'en parlerai, je vous spoil un peu, c'est pas grave. J'en parlerai au calendrier de l'avant du plan A3 qu'on est en train de faire ensemble. Donc voilà. Conseil, le meilleur conseil que je vous donne pour commencer les Gardiens de la Galaxie, Annihilation, Annihilation Conquest, et derrière, Gardiens de la Galaxie Héritage et toute la suite, que vous pourrez retrouver du coup sur le compte du plan A3 ou sur mon compte à moi, ce sera le même truc que je vais basculer. Et voilà, c'est fini pour cet ordre de lecture. Alors, pour le cosmique, je trouve que Gardiens de la Galaxie, c'est un bon moyen de s'y mettre. On a des repères qu'on connaît, on a des personnages qu'on connaît. Peut-être pas tous, parce qu'il y a 2001, il y a des trucs comme ça. 2001, n'importe quoi. Si, elle s'appelle comme ça, 2001? Non, comment ça s'appelle? Moon Dragon, Dragon Lune. Moon Dragon. Parce que 2001, c'est Indiana Jones, je suis complètement con, moi. Et, donc voilà, je pense que les Gardiens de la Galaxie, pour mettre un pied dans le cosmique, bah, c'est un bon point d'entrée. Après, ça nous permet d'aller un peu à gauche, à droite, aller lire du Thanos et du machin, c'est plutôt pas mal. Écoutez, les gars, je vous propose qu'on passe au plus gros du live et qu'on passe à la critique de l'épisode spécial Oui. des Gardiens de la Galaxie. Jingle! Comme ça. On débriefe sur le Sénat. J'aimerais bien vous faire un petit point casting aussi sur les performances. Incroyable, le casting est fou. Il va te tuer. Non, mais parce que du coup, j'aurais quand même quelque chose à dire sur le casting quand même. Moi, sur les performances des acteurs. Il y a des choses à dire aussi sur ce les gens, je sens venir Noah. Il va se dire, ah, j'aime pas trop, ça n'a pas été ouf, franchement, c'est pas réinventé, ils ont mis juste un S. Je dis bien, franchement. Déjà, on propose avis général chacun et après on rentre dans le détail. D'accord. Commence Nova. On attend ta critique. Je suis curieux de ta critique. Eh ben, écoute, j'ai adoré. Ah, ça va. Vraiment, j'ai adoré. En faisant un court résumé, je trouve qu'on sort de ce film de super-héros classique. On a des héros dans le quotidien de leur vie et ça, j'adore. Je trouve que ça donne un peu de légèreté et je trouve que ça fait du bien d'avoir des épisodes comme ça. Franchement, ça serait cool qu'on en ait plusieurs. Tu vois, genre moi, c'est le truc con, mais genre voir les Avengers manger au resto, c'est le genre de truc que je peux kiffer. Hein. Tu vois, je trouve vraiment ça donne de la légèreté, ça donne un peu, c'est de l'humour sans être trop d'humour, mais bah je sais pas. En plus, c'est bien l'ambiance de Noël.
ça fait un peu comme les vieux téléfilms de Noël et tout. On était vraiment dans le move là. Et bah, je trouve que ça marche à 100%. Vraiment, là-dessus, autant la musique, autant surtout sur comment c'est filmé, le scénario un peu kitsch. Mais je trouve que ça marche. En fait, c'est kitsch, mais ça marche, en fait. On est vraiment sur Bah, le ça téléfilm. déidifie, bah, ce qui fait que t'aimes bien, c'est parce que ça déidifie les personnages, dans le sens où ils sont présentés comme les gardiens de l'univers, ils ont sauvé l'univers, même si les autres qui le savent pas, ils ont sauvé la planète, l'univers de Ego, et le fait de les voir au quotidien, bah, ça leur ajoute une touche humaine, dans le sens où déjà ça leur permet de encore montrer plus leur lien affectif, comme on peut voir dans le truc, et surtout, bah, comme avec les Avengers, ils mangent tous dans un, c'est quoi le nom du truc? C'est un truc avec les shawarma, un truc du genre, non? Ah, shawarma, voilà, j'avais pas ma mémoire qui flanche. Ça rajoute quand même un côté un peu plus humain, tu vois. Et surtout Moi, quand tu sais l'anecdote, pourquoi Captain America il mange comme ça, c'est parce qu'il devait porter la barbe. ah ouais. Et donc, ouais, ils avaient mis une prothèse, et il a mis sa main pour cacher la prothèse qu'il devait tourner un film où il portait une barbe, et il s'est mis comme ça en mode miscule. Et donc, si on fait attention, on peut voir une sorte de prothèse un peu dégueulasse. Excellent. Voilà, c'était l'anecdote impromptue. On devait faire un jingle. Le saviez-vous? C'est tous les petits mots dans Age of Ultron ou quand ils essayent de soulever le marteau de Thor et pendant l'apéro ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est C'est ma scène préférée. Elle est juste incroyable. On sait que et c'est la conclusion, c'est dans Endgame où on voit Captain America soulever le marteau. C'est juste incroyable. non, mais bah, comme dit Chanou, hein, c'est l'essence même qu'a instauré Stanley dès le départ, les super-héros dans la vie réelle du commun des lecteurs. Mais ouais, voilà, et du coup, je trouve que l'épisode spécial, on est vraiment là-dessus, on est un truc détaché, mais on a quand même des choses un petit peu intéressantes. Bah, je trouve que c'était... James Gunn a fait une petite promesse comme quoi, alors je sais que ça a été très critiqué, on en parlera peut-être après. Les gens, je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais clairement, ça a été annoncé dès le départ, hein, que ça allait être un truc... que ça allait être un truc hyper frais, hyper à prendre à la légère, et puis bah voilà, c'est un téléfilm de Noël, quoi. Je veux dire, faut pas s'attendre à un truc incroyable avec un Big Bad et tout ça. Moi, ça m'a convaincu. Vas-y Thomas. Alors moi, pourquoi j'ai kiffé? Bah, comme vous le savez, mon père m'a fait grandir dans les années 80-90. Et quand j'ai vu Kevin Bacon et la manière dont ils l'ont ridiculisé en mode il se prend pas au sérieux, et franchement, quand quand on sait que Peter Quill il survend les jeux, les personnages de ses films il a connu quand il a grandi, l'acteur Peter, pas l'acteur mais Peter Quill, franchement c'est la cerise, c'est la Madeleine de Proust quoi, dans le sens où on voit Kevin Bacon, mais tu n'as pas sauvé la ville en dansant? Bah non, je suis un acteur. Ah, vous êtes un acteur, mais c'est dégueulasse. Il se fout de sa gueule, c'est juste incroyable. Et surtout Kevin Bacon, là, ça le rend gentil parce que la plupart des films que j'ai vus, il joue des rôles d'enculé. Hein. Il a une belle tête pour jouer des rôles d'enculé quand il joue dans L'Homme Invisible. Franchement, quand il prend la meuf qu'elle dort, il lui prend le sein ou il tue le chien au calme. Genre, Kevin Bacon, c'est un taré dans ses films. Il joue trop bien. Genre, même incroyable. Et je trouve que dans Footloose, c'est un bon film avec She's a Maniac. Non, Flashdance, pardon, je suis trop con. Flashdance, franchement, c'est des bons films de musique pour ceux qui s'intéressent. Ouais, non, franchement, quand j'ai vu Kevin Bacon, j'ai fait, ça va être pas mal. Et le fait qu'on retranscrit les personnages, c'est un peu côté terre à terre. On les voit quand ils sont avec leurs costumes. Et à un moment, ils lâchent, je l'ai fait avec le dieu de la guerre. En une petite référence à God of War quand Drax pose dans la Hollywood, je sais plus comment ça s'appelle la galerie où il y a les étoiles des stars. C'est Memphis, la rue de Memphis. Hollywood Boulevard, merci. Bah voilà. Ils sont théâtre chinois là devant. Ouais, c'est trop bien Footloose, Cachano. Et c'est franchement les voir déambuler avec les fans, genre je me suis dit dans ma tête mais ça a dû tellement compliqué à tourner parce on dirait le vrai boulevard. Je me suis dit mais les gens ils devaient filmer de leur côté en mode waouh, on voit David Batista, celle qui joue Mantis, je sais pas comment elle s'appelle. C'est des figurants. C'est des figurants. C'est que des figurants là. Mais non, mais pas ceux-là. Non, mais je te parle en dehors. Ils tournaient et je me suis sûr qu'à côté, plein de gens ont dû prendre des vidéos en mode, ouah, je vois le tournage de l'épisode spécial. Je trouve que c'est un peu un côté méta dans le sens où ça devait, à mon avis, ça a dû faire ça devait être super cool. Et le fait qu'ils intègrent les figurants en mode, ouais, nous aussi, on se met des costumes. Et la relation Mantis et Drax, elle est vachement cool.
Ouais. Et c'est super bien de A à Z, et surtout quand on voit Kevin Bacon qui fuit un peu à la Ferris Bueller, pour ceux qui voient la référence, ou c'est un peu comme Maman j'ai raté l'avion, quand il essaie de partir des gens qui viennent rentrer chez lui. Je trouvais ça super marrant de voir Kevin Bacon fuir de Drax et de Mantis. Et pour parler du casting, ben, je trouve que on a un Groot sur. Attends, on parle pas du casting, hein. On prend la vie d'Aurel avant. Non mais je peux donner mon avis, mais je voulais donner mon avis sur Groot. Bah je laisse pas, vas-y, je laisse ma place à Aurel. Moi, sur le casting, il n'y a pas de problème, on enchaîne, hein, parce que moi j'ai un peu moins kiffé que vous, je pense. Parce que non, pour le coup, on a eu ce qu'on nous a annoncé, hein, un épisode spécial Holiday. On sait que ça va être du good mood tout le long. On sait que ça va pas être hyper percutant pour l'univers, même si des fois il y a des on voit quand même qu'il se kidnappé, quoi. Ce faux good mood de Noël, ouais, pour justement buter des mecs, et ça c'est pas mal. Mais là pour le coup, bon, on a eu ce qu'on nous a annoncé, je suis d'accord, il y a pas de problème. Moi j'ai eu des soucis sur certains trucs qui m'ont pas forcément plu, même c'est des choix, je pense, à l'international qui sont pas hyper bons. Tu vois, tu parlais de la scène par exemple où ils sont sur le Hollywood Boulevard. Moi je l'ai trouvé 4 fois trop longue. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouvais que ça a un petit côté un peu méta. On pourrait croire que c'est des cosplayers dans la vraie vie, quoi. Le côté méta, c'est ce que j'ai bien aimé, justement. Tu vois, dire des acteurs qui sont dans leur rôle, dire être acteur c'est dégueulasse. Tu vois, il y a un côté un peu méta qui m'a bien plu, et j'avoue que ce truc-là, ça m'a plu et c'était bien. Mais il y a eu beaucoup de scènes beaucoup trop longues à mon goût. L'humour, moi j'ai trouvé que voilà. Ok, c'est bien, c'est good mood, mais il y a qu'un personnage sérieux dans tout l'univers, c'est Peter Quill finalement, qui était un peu le clown des premiers Gardiens de la Galaxie. Au début, c'était un peu lui le déjanté, le machin, et maintenant c'est lui le plus sérieux. C'est le rôle qu'il a pris, d'accord, mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve que l'humour était pas bien dosé, peut-être, était un peu trop au-dessus de ce que moi je supporte maintenant. C'est peut-être moi aussi qui a un support d'humour un peu à la baisse ces derniers temps, mais j'ai trouvé des fois que c'était un peu trop long. Kevin Bacon, alors moi je suis né dans les années 90, et moi j'ai au contraire pas été bercé par ces films-là. Donc tu vois, tu m'aurais mis la gueule de Kevin Bacon en plein milieu alors que je savais pas que c'était Kevin Bacon, parce que je le savais à l'avance, parce que j'ai vu le trailer et on sait que c'est Kevin Bacon. Ah moi je savais pas, moi j'ai vraiment pas regardé. Et on se relance, moi je le savais, et on se relance, on se dit ouais, c'est le gars qui parle de Footloose et machin. Moi Footloose, pour moi c'est pas du tout une référence de ma cinématographie, tu vois. Et je sais même pas si je l'ai vu une fois en entier, tu vois, pour te dire. Non, ça je peux comprendre, mais j'ai la rêve, tu vois, qui va danser et tout, je suis d'accord. Mais c'est vrai que tu vois sa gueule, pour le commun des jeunes. Si moi qui suis dans les années 90, c'est pas ma ref, je me dis que les jeunes qui regardent le truc maintenant, ils l'ont peut-être pas forcément non plus. Regarde-moi, je suis jeune, j'ai un ref. Toi, t'es peut-être un cas à part. T'es en train de dire que je suis spécial? Oh, c'est très gentil. Je rigole pour les gens. Ouais, j'ai trouvé ça des fois peut-être un peu lourd. Au niveau du budget, peut-être que moi je trouve que ça se voyait que ça manquait un petit peu des fois, parce que surtout sur Nowhere en fait. Sur Nowhere, t'as vraiment le même truc tout le temps, et ils tournent en rond dans le même truc, tu vois, c'est pas mal. Mais non, après dans l'ensemble, franchement, c'était un bon épisode, et on va pas se mentir, c'était pas le truc le plus mauvais à regarder. On nous a annoncé un truc de Noël. C'est un truc de Noël sans grande surprise. Ils en ont profité pour incruster quelques personnages, et ça on en parlera justement peut-être un peu plus en détail. Moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Alors, c'est un truc à la con, hein, c'est comme le coup des nains black dans le Seigneur des Anneaux. Moi, je m'en bats les reins. Mais là, du coup, c'est sur Cosmo. Moi, ça y est, un truc qui m'a un peu dérangé sur Cosmo. La voix de meuf. On était sûr. Voilà. Mais je suis d'accord. Ouais, je peux comprendre. Il n'y a pas que le coup de la voix de la meuf qui m'a dérangé chez Cosmo. Mais voilà. Moi, il y a plein de petits trucs. Enfin, moi, je trouve que c'était mal dosé sur certains trucs. C'est pas un mauvais épisode. C'est pas le truc qui casse la baraque de l'année non plus. On nous annonce un truc de Noël. Ça a été feel good de A à Z. C'est pas mal. On a la révélation de Mantis. Je sais même pas d'ailleurs si ça avait été dit dans les autres épisodes, mais surtout dans Thor 4, on voit que Peter Quill il veut gérer Mantis en plus.
Et non, mais en fait, ça a été officialisé pas dans les films, mais James Gunn il y a quelques années avait un peu validé cette théorie parce qu'il y avait une théorie du coup parce que dans Les Gardiens volume 2, à un moment qu'on voit une fresque de Ego avec toutes les femmes qu'il a rencontrées, on voit une femme qui a la morphologie de Mantis et du coup il y avait cette théorie que Mantis pouvait être la fille de Ego. Alors, dans les films, ça a jamais été dit, mais derrière caméra, en tout cas, ça a été plutôt confirmé par James Gunn. Mais Mais c'est sans, quoi Bah dans Thor 4, il y a une grosse incohérence alors. mais non, mais vraiment, il y a pas ça dans Thor 4. C'est toi, tu crois ça, mais il y a pas ça. Vraiment, il y a pas ça. Parce que du Une coup, fois pour de le, redire lubrique Alors partout. c'est Thor. Alors c'est Thor qui regarde Mantis comme ça alors. bah peut-être, Ah, je sais pas. Je me rappelle. bah c'est Tu sais quoi, tu sais quoi, on fera un live spécial où on va remater la scène exprès pour savoir si on voit la même chose. je suis sûr, c'est comme l'effet Mandela. Genre, tu sais, quand les gens ils croient qu'ils ont vu ça alors que c'est pas vrai, mais je suis sûr d'avoir vu ça. C'est Bah, parce que écoute, tu vois, moi, je te laisse le bénéfice du doute. Moi, je le regarderai et je te dirai ce que j'en ai pensé. D'accord? pervers. Mais, C'est du Nord. pour conclure mon avis général, je vous dirais que c'était pas un mauvais épisode de Noël. C'est un épisode de Noël, voilà. C'est du feel good. On attendait du feel good, c'est du feel good. Voilà. Moi, c'est juste que j'ai pas été hyper conquis. C'est pas spécialement mon type de truc. Mais franchement, on a eu ce qu'on nous a donné. Enfin, on a eu ce qu'on nous a dit qu'on allait nous donner. Voilà. Ouais, la promesse est tenue, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je Donc suis on est d'accord. tous sur un constat d'avis positif quoi, pour une fois. Ouais, C'est vrai. c'est plutôt Ça veut dire que bilan pour est une plutôt fois, positif, on est tous d'accord. c'est pas le truc qui casse le trois pattes à un canard, mais Et voilà. Non, Il faut qu'Aurélie rajoute son grain de sel. non, mais c'est vrai, j'ai pas Tu été peux autant, pas dire autant emballé que vous, quoi. comment. Voilà. non, bah après, moi, j'avoue que ça a commencé avec la musique de Noël et j'ai adoré la musique, les paroles, c'était génial. Je te jure que du coup, j'ai trop kiffé et j'ai même cherché sur Spotify si elle y était. Je vois, elle y est pas encore, mais du coup, j'ai trop envie de me la réécouter parce que je trouve que c'est trop bien fait le fait qu'ils disent ah bah j'ai envie de chanter une chanson, mais on m'a parlé de Noël, mais c'est Drax qui m'a raconté, c'est machin et tout. Et je trouve ça un peu original. Par contre, je vais je vais profiter pour sauter sur les performances casting parce que je trouve que Chris Pratt il joue hyper mal. Je trouve qu'il est pas du tout investi. Ouais, il est blasé de ouf. Ah ouais, j'ai le même sentiment que toi. Il est pas du tout investi dans le rôle. Il fait vraiment. Mais Tu ça se voit, sens ça, j'ai pris mon chèque et maintenant c'est next quoi. C'est ça se voit vraiment. autant de présence quoi. Ah ouais, c'est mais alors ok. Au moment, je me suis dit, mais pourquoi Drax et Mantis? Bah après, je me suis dit, on les voit pas souvent, ils sont pas souvent mis en avant, mais à part l'homme invisible que Drax y fait. Mais c'est vrai que je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, mais Peter Quill, on dirait qu'il fait la gueule. Mais en fait, du coup, Chris Pratt, il se fait chier, alors que Batista et du coup l'actrice qui fait Mantis, c'est je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Mais moi, je me rappelle. Ouais, mais tu vois qu'il s'éclate de A à Z. Genre, vraiment, tu le sens vraiment qu'il vive le truc à fond, quoi. Mais alors, Chris Pratt, franchement, putain, Après, je me suis peut-être dit qu'il ressasse les événements, genre, Gamora, elle est morte, son père, il a voulu le buter, il a tué son père. Après, je sais pas, tu vois, comme Thor, il a été déconstruit. Thor, il est en limite, il est en dépression, Thor. Tu vois, je sais pas s'ils essayent de faire un. Chris Hemsworth, ça avait fonctionné. Mais alors, quand il y a toutes les décorations de Noël qui se met et puis qui fait. Ça fait. Franchement, et c'est. Ouais, Je c'est trouve vrai, t'as raison. mais T'as raison. alors, on a un peu ça dans les téléfilms de Noël, hein, tu vois, un peu ces trucs un petit peu extrapolés et tout ça, des réactions. Mais genre là, c'était beaucoup trop. T'avais l'impression que c'était un emoji, bordel. Mais là, c'était un emoji, quoi. J'ai trouvé ça Avec les bouées, là. voilà, ouais, vraiment. Alors que je trouve que pour le coup, tous les autres, tu vois, même Nebula et tout ça, elle fait pas beaucoup d'apparitions, mais elle joue hyper bien, tu vois, genre quand elle fait la petite danse et tout, à la fin et tout, ils sont tous investis, mais alors Chris Pratt, franchement, j'ai été déçu. Après, je sais que alors, j'ai de plus en plus de mal avec l'acteur parce que lui personnellement, je trouve que voilà, il est assez particulier comme personnage et je trouve Explique, que je comprends pas. de quoi? Bah, pourquoi t'as du mal? Vas-y, explique, parce que je comprends pas, sinon, Ah je non, mais il est un peu dans des polémiques aux États-Unis, un peu parce qu'il soutient Trump, un truc du genre. ouais, il est un peu d'extrême droite et tout, ouais. Et Ouais. du coup, il y a eu plusieurs polémiques, mais bref. Et je trouve que ça fait quelques films où vraiment, je le sens pas du tout investi, quoi. Vraiment, je trouve que ça descend.
C'est dommage, c'est dommage. En plus, il se tape la fille de Schwarzenegger en plus. Un Allemand. Un Autrichien, excusez-moi, un Autrichien, pardon. La ref. Bah, Chris Pratt, il se tape la fille de Schwarzenegger, c'est ce qu'on retiendra de Thomas ce soir. Salut. Je sais pas. Max, il arrive au moins je parle de cul, quoi. Incroyable. Comme par hasard. Comme de par hasard. T'as pas eu l'impression là, Aurel, du coup, tu le sentais. T'as pas eu cette impression, toi? Ouais, Chris Pratt, c'est vrai qu'on sent que il est un peu, c'est vrai qu'il est là pour prendre son truc et voilà, il est un peu monotone quoi dans ses trucs et puis moi j'ai eu la même réaction que toi quand il a trois lumières en plus qui s'allument, il fait, il est là comme ça, ouais, c'est pas mal et puis d'un coup tu vois, alors qu'il n'y a pas spécialement grand chose, tu vois. Et tu vois, il y a Kevin Bacon, il n'est pas non plus à lui sauter dans les bras ou machin, tu vois. Il aurait pu avoir un truc un peu comme ça, mais Par contre, j'adore la pour revenir à la chanson que tu disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé bien, hein, au contraire, j'aime beaucoup ce genre de truc, mais j'ai trouvé trop longue, tu vois. L'intro était pas mal, évidemment, mais j'ai un peu décroché, je me suis pris un cookie et j'ai fait un truc en même temps, tu vois. Et alors j'écoutais d'une oreille, tu vois, mais il y avait rien qui me stimulait. Tu vois, tu voyais des plans sur les passants qui étaient pas conquis, mais il y avait rien de stimulant. Tu vois, tu aurais pu avoir un générique avec un peu comme les Gardiens de la Galaxie 2 où il se passait des choses. Tu vois, alors je pense que c'est une question de budget aussi, c'est toujours pareil. Mais Gardiens de la Galaxie 2, la scène d'intro, eh ben, on te balance la musique, mais il se passe pas même truc, il y a tout le combat avec le truc, il se passe des choses. Là, pour le coup, il se passait pas grand chose à part Groot avec son design dégueulasse qui faisait Petit Golder, là. Et son physique d'adolescent obèse là-bas, Oui, on dirait qu'il est musclé de ouf en vrai. On dirait qu'il a pris de l'écorce magique. Ouais, en fait, il a la spéciale résine. Il a le corps avec la gueule de Baby Groot, quoi. Donc c'est alors quand il était ado, c'était dans Avengers Endgame par exemple, ça se voyait, il était ado, il y a un visage qui avait changé. Là, on dirait qu'il a repris le visage de Baby Groot sur le corps de Drax. C'est vraiment ça en fait. Je s'appelle. C'est ça. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la chanson, j'ai trouvé un peu longue au début. C'est vrai que Chris Pratt est pas hyper engagé dans le truc. C'est vrai que les persos, comme on disait, Mantis et Drax, ben, c'est un peu leur heure de gloire. Donc c'est vrai que ils s'y sont investis pas mal. Il y a des choses intéressantes. Alors moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils sont vraiment dans ce côté très, des fois un peu en conflit. Alors qu'il y avait un truc sympa moi, c'est une scène que j'avais beaucoup aimé dans le 2 où Drax est assis sur les marches et puis ils se parlent. Et Drax est complètement odieux avec Mantis, mais qui elle se rend compte qu'au fond il est très triste. Et j'avais beaucoup aimé cette scène et je trouve qu'on perd un peu de cette essence là où Drax en fait est pas que la brute épaisse. En fait, la brute épaisse c'est un peu pour cacher sa tristesse interne inhérente à la mort de sa famille. Moi je voulais retrouver un peu ce truc là. Dans cette vadrouille en fait, parce qu'en fait ils partent en vadrouille chercher Kevin Bacon et c'est vrai que moi c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce Holiday spécial, c'est la petite vadrouille où ils sortent dans un bar, je sais même pas d'ailleurs si c'est pas un bar gay parce que quand ils sont rentrés c'est un bar LGBT. Oui, parce que il y a des lesbiennes, des gays et Drax il se fait draguer et tout, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Et puis, il dit, danser, c'est pour les faibles, tu vois. Tu vois, ces trucs-là étaient pas mal, mais je trouve qu'il y avait des longueurs, tu vois, j'aurais aimé peut-être un peu plus dynamique. Et je trouve que ça aurait été sympa avec un moment où ils se retrouvent tous les deux un petit peu un peu comme dans le 2, que c'est vraiment cette scène m'avait marqué entre les deux et j'espérais retrouver un peu ça. On l'a pas eu, c'était vraiment dans le good mood permanent et la vanne permanente. Et, c'est vrai que ces acteurs-là étaient un peu plus engagés. Voilà. Bon, ce que j'ai à dire pour les acteurs en eux-mêmes, c'est vrai que... La scène la plus surréaliste du film, et moi je me suis mis à la place de Kevin Bacon, j'aurais trop peur, en vrai. C'est Mantis, elle ressemble à un alien, genre, elle saute sur le truc, c'est what the fuck, genre. Je me suis mis à sa place, je me suis dit, mais elle est trop chelou. En fait, moi j'ai adoré ce côté où genre ils vont sur Terre et puis genre Drac ou le putain.
genre il voit le lutin et puis il dit oh ça c'est un petit homme et tout genre la canne à sucre. Ouais. Il lui dit mais il est bizarre ton petit homme à toi et genre même après elle va voir les flics, elle leur dit c'est un humain ça pour vous. Franchement ça m'a fait mourir de rire. Et puis la naïveté de Mantis, franchement j'adore. Je sais pas pourquoi mais j'adore quand elle dit oh bah c'est mon copain qui m'a dit ça mais je savais qu'il mentait. Tu vois, Elle dit t'as vraiment une enfant. T'as une enfant Elle et dit c'est copain dans quel sens? Copain en mode ouais c'est mon copain ou c'est mon copain en mode il se gère Non, quoi? c'est ami. Ami Enfin, ok. voilà. Oui, mais en fait, du coup, c'est trop marrant parce que elle a cette naïveté parce que elle dit au gardien volume 2, bah, tu sais qu'elle a rien vécu de sa vie et du coup, elle connaît rien, en fait. Et, et puis, bah, je trouve que c'est hyper bien retranscrit, même dans un épisode de 45 minutes, on comprend quand même que, en fait, elle a rien connu d'autre et puis, bah, et puis, elle est pas avec le meilleur personnage pour découvrir le monde parce que Drax, pour le coup, c'est pas le meilleur personnage pour entrer le monde. Bah oui, même il dit mais fallait me dire qu'il fallait pas tuer les gens sinon je peux pas savoir. Ouais, tu vois, moi j'ai un petit souci avec ça, c'est que je pense que ça aurait mieux marché avec quelqu'un un peu comme Rocket qui se foutrait de sa gueule justement par rapport à sa naïveté. Parce que tu vois, pour le coup, t'as deux personnages qui sont quand même très semblables et qui sont débiles tous les deux finalement. Naïf. Alors du coup, ça marche bien parce que ils vont sonner, machin et trucs. C'est vrai que t'as ce côté un peu là où ils découvrent un peu toute la technologie humaine. Mais bon, quand tu regardes bien, les gars, ils conduisent des vaisseaux spatiaux et ils côtoient je sais pas combien de civilisations sur Nowhere et ils arrivent avec des humains et ils sont complètement largués. Il y a un côté un peu alors ok les traditions de Noël ils connaissent pas, c'est vrai que le petit bonhomme et tout c'est rigolo, mais moi j'aurais peut-être préféré tu vois un contraste plus violent pour le truc de Mantis où justement faire Rocket qui va faire croire comme avec Thor tu vois qui fait ah non, je dis une connerie. Comme avec Gamora qui lui fait croire qu'il veut la jambe de l'unijambiste dans le 1, qu'il lui faut la jambe de l'unijambiste pour s'évader alors qu'il en a pas du tout besoin, tu vois. Et c'est vrai D'ailleurs que la ça fin aurait c'est donné un incroyable. truc fou sur Terre avec ce genre de truc où il aurait Ouais. fait croire que ça c'est une arme létale, tu vois, et puis elle en aurait fait, tu vois, le nain ça aurait été un truc génial, quoi. Mais, D'ailleurs ils ont suivi ce que tu dis à la mais, fin. mais du coup, moi, le problème qui est le plus ressorti, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, il y en a un qui a un cerveau, c'est tout. Enfin, il y en a deux. Il y a Rocket et Peter Quill. Tous les autres, c'est des demeurés totaux, quoi. C'est, Bah, Groot non, Groot il est intelligent, il sauve tout le monde, non, mais Groot, il parle une super non, mais langue. Groot, c'est une plante verte, on n'en parle pas. Et il dit juste s'appelle Groot deux fois dans le truc. Il sert à rien, Groot. On T'as n'en une, parle pas de Groot. t'as une Euh, Groot aiguë quoi. mais en fait, tu vois, Nebula, c'est une débile, tu vois aussi. Pour suivre, il faut lui préciser qu'elle tue pas Kevin Bacon, s'il te plaît. Normal. Mais par Normal. contre ce qui est drôle c'est elle joue super bien de mal jouer. Genre quand elle danse elle fait Moi, j'aime bien. ça va à la fin. Ouais, mais ça va pas trop loin, tu vois, ça passe. Mais tu vois, quand elle doit poursuivre Kevin Bacon et que l'autre est obligé de lui préciser, bah, tu le butes pas. Ça paraît quand même un peu évident, quoi. Bon, Drax, il est débile, on sait depuis le 1 déjà. Enfin, il est débile. Il est débile sans être trop débile, parce que normalement, il est censé avoir une gamine et machin. On sait qu'il y a quand même, il y a quand même des Qu'est-ce qui choses, se battent entre eux hein. mais, Ouais, mais en même temps, Mantis, comme tu disais, Nova, c'est scénaristiquement, c'est justifié par le scénario, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une concentration de débiles un peu trop importante, tu vois. mais je vois pas ça comme la débilité, en fait. Je vois comme de la naïveté et que, eh ben, en fait, Bah oui. alors après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils vivent avec plein de civilisations différentes et forcément, peut-être que la réaction, elle est pas forcément adéquate. Mais en même temps, on est sur une terre où il y a plein de héros et tu vois, donc du coup, je trouve que c'est un petit peu justifié. Et le fait, par exemple, s'il y avait un Rocket si c'était un duo avec Rocket, bah non, parce qu'en fait, Rocket, genre, il dirait, mais en fait, on kidnappe pas les gens, en fait. Genre, on peut pas aller chercher un Kevin Bacon et le ramener à Star-Lord. Tu vois, genre, pour moi, il y a que Drax et Mantis qui sont capables de kidnapper quelqu'un et de l'emballer et de l'offrir à Peter, tu vois. Et je trouve Ouais, que c'est mais, amorcer ça, en fait. ouais, je comprends, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'un plan comme ça, Rocket, il aurait dit non mais tu me prends pour un débile et voilà. Mais c'est vrai qu'il me manquait ce contraste-là. C'était vraiment Dumb et Dumber là, tu vois. C'était vraiment, il manquait un peu ce contraste d'ailleurs Drax le fait un petit peu dans le 2. Tu vois. Je trouve que c'était mieux dosé dans le 2. Tu vois, le duo Drax Mantis fonctionne très bien, mais il fonctionne mieux dans le 2 que dans cet épisode spécial, tu vois, pour moi. Là, on peut taper pendant 45 minutes. Voilà.
Je trouve que c'était mieux dosé. Il y avait une espèce de retenue de Drax par rapport à Mantis qui elle voulait du contact physique avec lui, et tu vois il y avait cette pudeur de Drax, et Mantis qui est en pâte du coup, et qui a totalement l'inverse de lui. Et je trouve que c'était mieux dosé dans le 2 que là où ils sont tous les deux hyper naïfs. Alors c'est sympa, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a des trucs hyper cool, mais c'est vrai que sur l'ensemble du truc, c'est un peu lourdingue, quoi. Tu vois, vraiment, tu te dis, en fait, il y en a deux qui ont un cerveau, quoi, et c'est un peu compliqué parce qu'on les voit pas trop de l'épisode, quoi. Mais surtout Drax dans le Gardien de la Galaxie 2, il a de tendance à dire, tu sais, des petites vérités, mais en mode quand non dans Infinity War où il dit ouais Peter Quill à 1 kilo t'es obèse. Enfin Ouais, c'est Rocket qui dit à 1 kilo t'es obèse, et Drax il dit ouais t'es gros et tout. ouais, voilà. Lui il a pas de filtre, c'est aussi qui est bien. Chano, il a dit en commentaire, c'est ça qui m'horripile, ils sont tous débiles, alors que dans le comics, seul Drax est limité. Ouais, bah alors après, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec vous sur le fait qu'ils soient tous débiles, hein. Pour moi, genre Nebula, elle l'est pas. Ouais. Pour moi, Gamora, elle l'écoute pas. bah, après Gamora, elle est pas là, mais pour moi, tu vois, même Drax, pour moi, je vois vraiment pas ça comme de la débilité, je vois juste ça comme de la naïveté, et c'est tout, quoi. Je vois vraiment pas ça. Alors, je comprends que c'est perçu comme une débilité, mais tu vois, même le fait que Nebula, en fait, c'est Nebula, elle est tout le temps. On sait que, tu vois, même scénaristiquement parlant, elle bute tout le monde, en fait. Donc, et elle a pas encore intégré qu'elle est dans les gardiens et qu'elle va pas tuer tout le monde à chaque fois qu'elle doit aller chercher une personne. Après, elle va peut-être pas vouloir le tuer, mais genre lui tirer une balle lui tirer dans la jambe pour plus qu'il court, tu vois. Et je pense pas qu'elle veut le tuer, je pense qu'elle genre, elle veut lui tirer dessus, non. Elle a grandi avec Thanos, elle a appris qu'à tuer, elle s'est fait torturer. Pour elle, elle avait que pour idée de survivre, faut tuer la personne qui est en face. Et après, elle réapprend des codes. C'est comme si tu repartais de zéro et que t'as tout ce que t'as appris, ça sert à rien. En vrai, c'est perturbant. Bah, c'est ça, et c'est un peu la base des gardiens, en fait. Ils ont tous eu des traumatismes par le passé. Et Du du coup, bras cassé. et ouais, et clairement, comme ils ont dit dans le premier, c'est une équipe de dégénérés, en fait. Et du coup, c'est ça qui Oui, ce que je veux dire, c'est que le Oui, problème, c'est que maintenant, avec cette nouvelle équipe, je pas trouve tant que qu'il ça. manque un certain équilibre. Gamora, c'était pareil, elle était éduquée par Thanos, et c'est une tueuse, mais si tu veux, elle avait ce côté un peu, avec Peter Quill, Terre ils à étaient un terre. peu les deux chefs, c'était un peu papa-maman qui gère un peu les gamins turbulents, quoi, tu vois. Ouais, Mais il y avait un équilibre qui était plus juste avec Rocket, qui était un peu le tonton turbulent, et Groot, tu vois, le Drax, le cousin un peu attardé, et qui a envie de buter tout le monde. Et il y avait un certain équilibre dans l'équipe, alors que maintenant, je trouve qu'il est un peu brisé. Le seul, tu vois, il y a un personnage qu'on a un peu découvert, et j'ai bouffé son nom, c'est le remplaçant de Yondu. Je sais plus comment il s'appelle. oui, putain. Il dit son prénom une seule fois, et je sais plus. Ah, purée, je me souviens plus. J'ai Mais du mal. je trouve que lui, bon, lui déjà, bon, dans les films, dans le 2 enfin, Assez présent. c'est pas lui qui a inventé le fil à couper le beurre, mais là, je trouve Attachant. voilà, il reprend, il est un petit peu au-dessus des autres, quoi. Voilà, c'est pas le plus fou Mais il de est plus tous. Et terre à terre. je trouve que c'est pas mal ça. Lui, il rattrape un peu cet équilibre-là, mais c'est pas du niveau d'une Gamora qui est toujours très sombre, qui a pas trop tendance à déconner, et qui justement contrastait avec les autres, qui faisait cette cohérence d'équipe, voilà, qui a moins, je trouve, maintenant. Ouais. Et pour répondre à Chatancreur, il dit qu'avoir des personnages trop propres, ça aurait été dommage. Ben, c'est vrai parce que quand tu vois des personnages qui sont un peu brisés, ben, ça rend forcément en écho, tu les vois un peu plus humains, t'as plus du temps à t'attacher. Quand tu vois quelqu'un qui, ben, humainement, il a été un peu détruit, je trouve que, ouais, c'est plus intéressant d'avoir des personnages détruits. Regarde Batman, pourquoi il marche autant? Ben, le mec, il est torturé de A à Z, tu vois. C'est facile de s'attacher à quelqu'un qui est plus, ben, pas détruit, mais qui émotionnellement est beaucoup plus atteint que d'autres, tu vois. Alors quand tu vois Superman, ben, lui, c'est la grandeur incarnée, tu vois. Et les récits qu'on cite le mieux de lui, ben, c'est des récits plus humains où on voit qu'il doute, donc ouais, les gens ils aiment bien Voilà. se mettre à la place des gens. Mais avoir des personnages propres, enfin, je veux dire pas propres, ça veut pas dire avoir tous être mono-axés, si tu veux. C'est-à-dire que Drax, c'est casser pour casser, Nebula, c'est tuer pour tuer, Groot, c'est je s'appelle Groot pour je s'appelle Groot. Et en fait, tu peux avoir des personnages torturés, mais tu peux faire des personnages complexes torturés. Si tu veux. Là, Oui, le mais problème, c'est que ça a tendance à c'est être pour les trop gardiens de la mono-axé, galaxie. ils sont tous dans le même axe. Et je trouve que voilà, Gamora, ben, elle avait un côté sombre, Drax, il avait ce côté à moitié sombre, à moitié complètement con, mais qui allait derrière le personnage.
T'as Rocket qui a ce côté un peu psychopathe parce que c'est un psychopathe. Il veut créer des armes plus grosses, toujours plus grosses. Et mais il y a ce côté aussi un peu triste parce que tu sais que c'est un animal torturé et je pense que on va en parler dans le prochain film. Et il y avait un certain équilibre et effectivement, mais qui allait bien parce que c'est des personnages torturés, d'accord. Ils ont tous un équilibre et maintenant je trouve que ça a tendance à vraiment se mono-axer en fait. Oui, non, mais c'est je parlais par rapport aux gardiens 1 et 2. Hein. Ce que je disais, c'était par rapport aux 1 et 2. Sur le coup, ouais, c'est plus mono-axé sur le spécial Noël, mais ce que je disais, c'était par rapport aux 1 et aux 2, que pour soutenir ce que disait Chatancreur. Ah oui, de toute façon, des personnages trop propres, c'est jamais très intéressant. Moi, je suis très peu fan de Superman. Je préfère largement un Batman qui a plus de faiblesses ou de trucs comme ça qu'un personnage trop propre, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que des personnages avec un peu plus de consistance, ça aurait été bon. Après, c'est vrai que dans un épisode aussi court, c'est difficile de rentrer dans une profondeur, quoi. Mais En plus, c'est pas pour le coup, c'est. Après, James Gunn là-dessus, il développe bien ses persos. Je trouve que ouais, peut-être dans les Gardiens 3, on aura peut-être un peu plus. ouais, je pense que là, il a fait une espèce de petit apéro. Il a voulu nous mettre, mais non, je pense qu'on va en parler, mais il a voulu en profiter pour caser Cosmo sans avoir à faire, à se bouffer une scène dans le prochain film qu'il a peut-être déjà un petit peu bien cadré, bien machin. Et voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Cosmo? Ouais, bah Vas-y, parle-en, je vois que ça te fait un cœur. Parle, vas-y, on te laisse la voix. Ben voilà, la voix, enfin, Nova, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais dans le comics, pour moi, c'est plutôt tendance à être un mâle. bah, Voilà, qui est quand même le chef de Nowhere, hein, quand même. Dans le comics, c'est lui qui gère Nowhere et c'est lui qui envoie les Gardiens de la Galaxie. C'est un petit peu le Amanda Waller des Gardiens de la Galaxie. Euh, mais là, il y a le côté, ben, c'est une femme. Bon, je me dis, bon, après tout, pourquoi pas. Mais Après, c'est peut-être juste l'encodeur. Hein. elle a très peu de caractère. Parce qu'elle elle se rebelle fait un petit peu contre Rocket, mais tu sens toujours bien que c'est Rocket qui a l'ascendant et quoi qu'il fasse, il fera rien. Alors que dans le comics, bah, t'as Cosmo, il a quand même une certaine, malgré que ce soit un chien, il a quand même une certaine prestance, il a une certaine autorité sur les Gardiens de la Galaxie qui est quand même appréciable. Et je trouve que je trouvais ça très rigolo que un chien mène l'homme à sa botte, alors que d'habitude c'est l'inverse. Et il y a ce coup du cadeau à la fin aussi où elle ramène un espèce de rat mort dégueulasse. Je me dis, mais en fait, c'est encore un personnage, et je vais y revenir, un personnage débile, quoi. Je me dis, Cosmo, c'est le gars qui, dans les comics, il gère, c'est un petit peu le grand Manitou de Nowhere. Il gère des trucs, il y a des complots, il essaie de s'en sortir, de machin. C'est hyper intelligent, c'est hyper cadré, c'est un télépathe. Et là, on se retrouve avec un chien, un clébard. Alors, ok, ça reste un clébard, mais Il manie tout. qui obéit un peu à tout le monde, qui ramène une espèce de rat crevé en guise de cadeau de Noël. Je trouve que ça m'a démystifié complètement ce personnage de Cosmo, où je me suis dit, quand je l'ai vu dans la bande-annonce, je me suis dit, putain, chouette, on va avoir Cosmo, il va y avoir une espèce de nouvelle structure des gardiens, il va y avoir voilà, un renouveau, on va retomber un peu dans la période d'annihilation, la phase dont on a parlé tout à l'heure dans l'ordre de lecture, où post-annihilation, il y a Cosmo qui les envoie en mission, et il y a un peu cette répartition-là. Et ben du coup, ça tombe à plat parce que c'est un personnage presque comme les autres. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, mais bon, voilà. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'elle est télépathe. Ok, elle maîtrise pas très bien ses pouvoirs a priori, et qu'elle ramène des Gramors en guise de cadeau et qu'elle est pas, voilà, elle a pas non plus, elle non plus, pas inventé la poudre, quoi. Voilà. Là, tu rejoins sur le fait que on a plus cet équilibre de sérieux sans Gamora et tout ça là, on est vraiment sur des personnages avec le même gimmick. Je te rejoins sur ce que tu as dit là, et je vais pas mentir que j'espérais que Cosmo refasse cet équilibre là, et au final bah on l'a pas. Alors Cosmo dans les comics, il a toujours ce petit moment où il redevient un chien et où genre il joue à la baballe et puis voilà. Bon, sauf que là, sur sur les 3 plans, il le fait. Donc, comme tu dis, ça casse un peu le truc, quoi. On l'aurait eu qu'une seule fois avec les croquettes au début, ça aurait été cool, et puis on aurait dû arrêter en fait. On aurait dû avoir ce truc sérieux. Comme tu dis, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on a l'impression que ses pouvoirs, elle les maîtrise pas très bien, puisque c'est vrai que je m'étais pas trop fait la réflexion, mais je pense que tu as raison. On voit qu'elle galère quand même à mettre les plaques par télépathie. Donc ouais. Par contre, j'ai trouvé intéressant
petite parenthèse, qu'on découvre que les gardiens ont acheté Nowhere. Je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup. Ça leur dû leur coûter une blinde, hein. Ça leur dû coûter quelques bras de quelques bras de Bucky. Par exemple, le collectionneur, en gros, il a plus rien. Et je pense qu'il a dû vouloir se débarrasser de Nowhere. Ce collectionneur, il perd toute sa collection contre Thanos dans Infinity War. Donc, je pense qu'il avait que dalle, quoi. Il avait Non, que mais dalle. une planète, ça vaut quand même quelque chose, on est d'accord. C'est pas une planète, hein, Nowhere. Hein. C'est pas une Bon, planète. vas-y, c'est une petite céleste, vas-y, si tu veux, c'est un satellite. Ça fait Non, la taille non. de la Lune, mais c'est quand même quelque chose, hein. Oui, non, mais c'est quand même, c'est pas non plus immense, quoi. C'est un gros vaisseau. T'as déjà vu les célestes, la tête, là, elle est comment, elle est énorme, hein. Quand tu vois dans Eternity, les éternels, et quand le céleste vient, la tête, elle est énorme, hein. Je me Non, mais rappelle quand même. c'est quand même un gros truc, Thomas a raison, c'est quand même un gros truc, mais Oh, mec, c'est énorme, hein. je pense que C'est limite comme la Lune, hein. Ah non, mais quand tu vois dans Eternel, il est géant. pour justement pas comme pour Cosmo, pour pas justement gâcher du temps dans les Gardiens de la Galaxie 3, je pense qu'ils s'en sont servis pour mettre des petites infos comme ça par-ci par-là. Que Mantis c'est sa sœur, parce que je pense qu'ils vont s'en servir aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3 avec l'Église de la Vérité. Après, peut-être. Chattanpeur dit mettre Cosmo dans le mode comics de suite, ça n'aurait pas été judicieux, sauf pour les fans de comics. Mais le problème, c'est qu'il a quand même 3 scènes dans le 2-3 scènes dans le truc. On l'a déjà vu apparaître dans les films d'avant. Il y a quand même matière, via un dialogue, tu as quand même matière de donner quand même plusieurs aspects d'un personnage assez rapidement, tu vois. Tu peux faire une scène où il est très sérieux et une scène où il est sérieux et puis tu lui envoies la balle, il va faire la baballe et tu as tous les aspects du personnage sans vraiment avoir besoin d'en faire beaucoup et que ce soit trop élitiste ou je ne sais quoi. Je pense que c'était faisable quand même. Même si ça fait pas longtemps qu'on le voit et qu'il n'a pas beaucoup de temps d'écran, je pense qu'avec un dialogue un peu habile, etc. Après, est-ce que c'est peut-être juste un clin d'œil? Est-ce qu'il sera utilisé ou pas? Je suis même pas sûr qu'il soit utilisé, quoi. Sur la fiche des gardiens des volumes 3, on le voit, hein, Cosmo. Hein, Ouais, donc, voilà. On voit la silhouette. Après, peut-être que on se doute très bien que les gardiens ils vont partir de Nowhere et qu'ils vont sûrement donner la direction à Cosmo dans le 3. Et après, peut-être que on sait pas, mais les gardiens ils vont plus aller sur Nowhere pendant un petit moment et que Cosmo c'est là où il va prendre un peu du poil de la bête, si je peux me permettre. Et tu vois, qui va prendre ce rôle un peu plus à cœur. On est au tout début du personnage, alors on sait pas comment il va évoluer, mais j'avoue qu'au premier abord, c'est pas très rassurant quand même, quoi. Ça c'est clair. C'est clair. Ouais. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est vrai que le choix de Kevin Bacon, c'est vrai qu'en France, c'est peut-être pas l'icône, entre guillemets, des années 90 Moi, j'aurais choisi un autre acteur. Vous savez lequel j'aurais voulu voir? Non, mais tu vois, mais après, c'est vrai qu'ils en font référence dans les autres films et tout. C'était un choix évident, finalement, pour les Gardiens de la Galaxie, dans cette phase-là et dans ce MCU. Donc, ça se voit, mais voilà, moi je trouve que, voilà, pour conclure, pour mon avis, vraiment sur les Gardiens de la Galaxie, c'est que c'est un good mood. Il y a eu quelques longueurs pour moi, je trouve, dans le scénario. Il manque un peu de cerveau. Bon, on verra peut-être si ça se rattrape dans le 3. Et voilà, ce que je retiendrai de ce. C'est pas désagréable à regarder, mais faut vraiment. Je pense que je le regarderai une fois et basta, quoi, parce que. Moi, je vais le regarder 2 fois. Vous savez qui j'aurais bien voulu? Vous savez qui j'aurais bien voulu voir à la place de Kevin Bacon et qui aurait eu plus de sens que Kevin Bacon? C'est David Hasselhoff, parce qu'il arrête pas de dire que David Hasselhoff c'est son père. Et ça, en vrai, Kevin Bacon il parle de Footloose et tout, mais en vrai qui aurait eu plus de sens c'est David Hasselhoff. Parce que David Hasselhoff il dit ouais David Hasselhoff c'est mon père. Et à un moment dans Gardien de la Galaxie 2, Ego il prend tu préfères ce corps là de David Hasselhoff, on voit un petit clin d'œil de David Hasselhoff, je trouvais ça vachement cool. C'est pour ça qu'il pouvait pas faire ça à la place, parce que du coup, il a déjà son apparition, il a même fait un clip et tout. Dans le film. Oui, mais même si je suis content de Kevin Bacon, parce que j'adore Kevin Bacon, j'adore quand il joue les rôles d'enculé, et quand là il joue un rôle, entre guillemets, plus humain, plus gentil, c'est lui, quoi, il joue son propre rôle. Donc ce qui est très méta. Mais je trouve que David Hasselhoff, en vrai, aurait plus de sens que Kevin Bacon.
En vrai, pour se dire que ça aurait pu avoir plus de profondeur, plus de grandeur, comme disait Aurel, avoir David Hasselhoff, bah, ça aurait rajouté déjà au mythe, enfin, pas au mythe, mais aux bases de ce qu'avait mis Gardien de la Galaxie, et ça aurait approfondi le personnage de Peter Quill. Les autres, il aurait peut-être suivi un côté un peu plus paternel que Quill, parce que Quill, en vrai, il a quand même tué son père, et c'est peut-être pour ça aussi que je me faisais la réflexion que Mantis avait autant de pouvoir sur Ego, parce qu'elle a quand même endormi une entité cosmique. Peut-être pour ça que, comme elle est sa sœur, bah, comme elle est la fille d'Ego, peut-être c'est pour ça qu'elle avait autant de pouvoir et qu'elle a pu mettre Thanos dans une telle transe. En soi, Mantis, elle a des pouvoirs de ouf, hein, dans les comics. Hein. C'est quand même la Madone Céleste. Hein. Après, moi, je sais pas, je vais pas te mentir, là, mes connaissances en comics s'arrêtent beaucoup en comics VF. Elle a des pouvoirs de ouf, hein. Elle est vraiment très puissante. Hein. Ah, de toute façon, même dans Empire, hein, tu le vois, hein, dans Empire, ils en parlent. J'ai pas lu Empire. Ouais, Non, mais, là, je suis d'accord avec Thomas. C'est vrai que David Hasselhoff, là, plus j'y repense, ça aurait été magique parce qu'en plus, même en France, tout le monde le connaît via Alerte à Malibu et tout ça. Et dire, ouais, il pensait que c'était son père. Alerte K2000 aussi. Et tout, tu vois, ça aurait été Connu, moi. Pour avoir un quiproquo à dire, putain, Ego, il est revenu, tu vois, il aurait peut-être essayé de le buter, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, ça aurait été drôle. Papa, c'est toi! Il aurait fait Ego qui est revenu. Est-ce que vous aimeriez en avoir un autre l'année prochaine ou pas? J'en veux un pour Halloween, j'en veux un pour Pâques, j'en veux un pour pour toutes les fêtes possibles. Ce serait tellement méta en vrai, parce que Kevin Bacon il dit à la fin, allez, rendez-vous à Pâques, et ce serait incroyable. Un peu, c'est comme pour ceux qui connaissent Brooklyn Nine-Nine. À un moment, ils font un concours le Halloween ou le truc de Noël. En mode, ils se font, c'est pour ceux qui ont la ref. Franchement, à Brooklyn Nine, c'est incroyable, et tout le monde se met à faire des pranks et tout. C'est vraiment des défis. Et franchement, s'ils font ça au MCU, même si c'est que 20 minutes, 30 minutes, ça régale, quoi. Franchement, en vrai, ça régale. Vas-y. Quoi? Il y a quand même une scène secrète, hein, à la fin. Ouais, avec Groot qui fait le sapin de Noël. Ouais. Bah, d'ailleurs, du coup, Rocket, il dit on est obligé de refaire un épisode spécial. Ouais, c'est. Mais là, pareil, la scène post-générique, je suis désolé, mais elle est à chier. oh là là, Groot, il a encore gâché Noël. Enfin, franchement, les mecs, quoi. Mais t'aimes pas Groot, tu devrais être content. Oui, mais c'est parce que t'aimes pas Groot, c'est pour ça, oui, c'est ça. Même sans Groot, ma femme elle m'a dit, mais comment elle est balancée cette réplique, en fait? Même s'il y a que des persos en 3D, presque. Et la réplique est balancée, c'est de l'explicatif, enfin, je l'ai trouvé inutile cette scène post-générique du genre on va être obligé d'en refaire un deuxième. Ouais, j'ai trouvé ça nul, mais nul. Tu me fais penser à Maurice quand tu dis comme ça. À quel Maurice tu me fais penser? En fait, quand il le sort comme ça, je me dis ah ouais, c'est vraiment pourri en fait. Regarde là cette scène, je pense que tu étais tellement dans le bon mood que tu t'es dit ouais, elle est bien la scène, mais c'était à chier, putain. Oh, j'ai pas dit qu'elle était ouf, mais ça va. Faire, quoi. Ah ouais, hein, il tire à balles réelles, ça. Tu dis oh, allez, voilà quoi, tu vois, c'est un truc de Noël quoi, tu vois. Je sais. Mais alors après, pour rebondir sur ta question, je pense que c'est compliqué d'en faire un tous les ans parce que déjà de un, il va y avoir le nouveau statu quo par les Gardiens de la Galaxie 3 qui sera peut-être pas du tout le même. Et mais imagine un spécial Noël avec tout Doctor Strange qui fait Noël, qui voyage à travers, un multivers de Noël, voir les différentes versions de Noël dans le multivers. On a déjà eu Doctor Strange en doudoune dans No Way Home, c'est bon, ça suffit. Et d'ailleurs, vous voulez une anecdote ou pas? Non. Allez, dis-le. En gros, à un moment, il tourne la scène, et à un moment, il descend, il est avec son café, et il descend, et il glisse, tu vois, dans la scène. Et ben, normalement, la scène a été retournée 20 000 fois, parce qu'il glissait. Genre, il fallait pas qu'il glisse. Et à un moment, il glissait à chaque fois, et comme il glissait à chaque fois, bah, ils l'ont gardé. D'accord. Ah ouais, donc en fait, normalement, il n'était pas censé glisser, et vu que il glissait 20 000 fois, il l'a gardé, quoi. C'est ça. Tu vois comme quoi la direction artistique de chez Sony s'en battent les couilles littéralement. Quoi. Alors, mais non, mais en vrai c'est marrant. Salut Guy. Non, mais en vrai c'est drôle. En fait, t'as une erreur de tournage et tu la transformes en arc. Tu l'intègres. Je trouve que c'est en vrai c'est intelligent. Par contre, je tiens quand même à vous dire que j'ai regardé No Way Home la semaine dernière, la deuxième fois.
J'en perds mon chapeau. Tobey Maguire, c'est ton Spider-Man préféré? Donc voilà, je voulais quand même me refaire un autre avis à froid. Tu vois, je me suis dit vas-y, ça fait 1 an, c'est bon, je vais me le remater. Donc voilà. Déjà. Bon bah après ça n'a pas été très positif, hein, au contraire. Ça m'aurait pas étonné du contraire. Mais après il y a des trucs que j'ai accepté un peu plus facilement que d'autres, on va dire. Anecdote. Salut Geek ta mère. Eh ben écoutez, du coup on a fini. On met une petite note ou pas? 8. Si vous voulez, si vous voulez. Bah, Attends, c'était demi. c'est sur combien Sur qu'on 10. note? À chaque fois, c'est sur 10. T'es terrible. Nova. À chaque fois, on note sur 10, mec. Ouais, c'est bien. Toi, tu mets Comme ça, combien? on allait noter sur 5. Tu mets combien, toi? Moi, je mets 7,5. Putain, t'es chiant avec tes demi-points à chaque fois. Ouais, Oh, bah, on arrondit au supérieur. Une fois que c'est la règle de mathématiques, on règle au supérieur. Donc 8 si je veux. Moi, je mets 10 aussi. Tu mets 8 aussi, toi? Moi, je suis plus sur un 6. Ah, bah, tu vois. Noël sur 10. Eh, la petite référence à Chouchounet. Le chat en creux. C'est vrai. Capté. C'est vrai. Sur 10. Ah, c'est sur 20 quand il le fait. Mais Donc, du coup, ouais, je suis plus sur un 6 sur 10 parce que effectivement on a vu ce qu'on nous a donné, donc on peut pas mettre moins de 5, c'est pas possible. Mais Mais t'es dur. ouais, Franchement, en vrai, t'es dur. T'es. ouais, c'est dur, mais c'est juste que j'ai pas trouvé l'équilibre. Non, t'as raison, t'as raison. Il m'a manqué un certain équilibre dans les personnages et c'est vrai que ça m'a un peu gonflé tout le long, quoi. J'ai pas entendu. Pour tenir un peu la barque, quoi, tu vois. C'était vraiment Dumb and Dumber, mais il y avait un côté un peu sympathique, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu relou, quoi. Alors c'est peut-être moi qui ai plus cette âme qui a supporté les conneries comme ça, mais Non, mais en vrai, c'est bien d'avoir des avis comme ça aussi. Des films que je peux mater, quoi, tu vois. Tu détailles bien, en vrai. Tu vois, moi des films Une nuit en enfer, je suis capable de le mater et je rigole comme un débile et pourtant là, tu vois, ce genre de truc, j'y arrive plus et je sais pas si c'est l'humour Disney qui passe plus avec moi ou pourtant je suis pas hyper dur en humour, mais il y avait des trucs pas mal, mais trop, voilà, trop. Et, tout à l'heure, on n'a pas parlé d'un truc dans le idée spécial, les cadeaux qui sont, parce que du coup, Nebula offre quand même le bras de Buck. Mais je l'ai teasé tout à l'heure, Aurel, il m'a pas répondu. Bah, je trouve qu'Aurel, il m'a beaucoup ignoré dans ce live. Moi, je règle mes comptes maintenant, tu vois. Il y a du monde. Je pense que je t'ai pas entendu du coup. Oui, je sais pas d'où il sort ce bras en fait. Non, mais c'est ça qui est cool en fait, on s'en fout. Du coup, tu vois, mais c'est hyper magique parce que du coup, ils ont cette petite merde, complicité dans Infinity War et tu vois que Rocket il est trop touché par ça et j'ai kiffé la scène. Bonjour, dernière rubrique. Dernière rubrique. Jingle. Première anecdote. Le saviez-vous? Tintintin. Qui fait la voix de Groot? Et l'anecdote qui suit. Parce que là, c'est pas une anecdote qui fait Groot. Qui fait la voix de Groot? Allez, c'est connu ça. Vin Diesel. Quelle est l'anecdote Quelle est l'anecdote en lien avec Vin Diesel? Pourquoi je vous parle de Vin Diesel? Eh ben parce qu'en fait, au départ, c'était prévu qu'il fasse le personnage de Black Bolt. Au départ. Et puis, du coup, la vraie anecdote, c'est ça. Ah, vas-y, dis. Au départ, c'était prévu qu'il fasse l'acteur de Black Bolt, à l'époque où les Inhumains étaient encore prévus au cinéma. Et du coup, il était aussi hypé par faire la voix de Groot, puisqu'il avait une voix grave. Et comme Black Bolt, il ne parlait pas, et ben pour ça qu'il a proposé à Marvel d'utiliser la voix pour Groot. Comme ça, il aurait eu sa voix sur un personnage et son physique pour un autre personnage. Il aurait été le seul acteur à faire 2 personnages différents dans l'univers Marvel. Mais c'était pas. Oui, je connaissais cette anecdote, mais si je voulais te parler, t'es en train de moi je voulais parler. D'une anecdote mieux que toi là. Non, je pense que en vrai mon anecdote, en vrai, elle est folle en vrai. Vas-y. Qui fait les voix? Vin Diesel fait les voix de tous les pays. Il dit je s'appelle Groot. Il dit je s'appelle Groot dans toutes les langues. Ah oui, oui, c'est vrai, avec ça, ouais. Elle est folle cette anecdote en vrai. Et je crois que c'est lui qui fait aussi la voix de Baby Groot et tout. Je crois que c'est pour lui qui le fait. Hein. Ah oui, complètement. Hein. C'est vraiment un rôle qui lui tient à cœur.
Le chat encore, il a fait son cuit. J'avoue, c'était une très belle anecdote, mon chat Thomas. Ouais, j'avoue. J'en reste plus que 4. Et pourtant, Aurel m'a dit, t'as fait tes anecdotes, il était 52, je suis revenu, il était 57. Hein. Moi, j'ai mis 5 minutes. Hein. Et il en reste encore 4. Hein. Heureusement que t'as un cahier. Karen Gillan, qui joue l'actrice Karen Gillan qui joue Nebula, a fait quelque chose de spécial pour son rôle. Quel qu'a-t-elle fait? Ouais, je sais. Moi, je C'est raser la tête, ouais. Pardon? Ouais, c'est ça. Elle s'est rasé la tête. Et pendant la Comic-Con de New York en 2014 ou 2016 pour les films, elle s'est montrée, elle a enlevé sa perruque et elle fait regarder, j'ai une boule à Z. Ouais, après, Ah, des fois, chez des femmes, ça va bien hein, aussi, la boule à Z. Ouais, Et pour ceux qui savent et qui s'intéressent, elle apparaît pour une des premières fois dans Doctor Who. Je la trouvais trop belle. C'était ma waifu de Doctor Who. Je la trouvais trop mignonne. Bah waifu. Et là, on est là, t'aimes pas trop? Comment? On est là, t'aimes pas trop? J'entends pas ce que tu dis. En vrai, tu parles. Ça... J'ai dit en Nebula, tu aimes pas trop? Mec, je vais pas te mentir. Comme je suis un vrai pervers, je vais pas te mentir. Tu vois les Na'vi dans Avatar? Mon gars, j'ai envie de me taper des Na'vi. Et tu vois dans Star Wars, les Togruta. Tu sais, les meufs avec genre Ahsoka Tano, l'espèce d'Ahsoka Tano. Elle aime bien, moi. C'est ça. Ouais, moi je te dis, je suis un gros pervers, moi. Bon, alors, après, je vais pas mentir que j'ai une petite préférence pour les peaux vertes et Gamora ou Miss Hulk. J'avoue que je sais pas pourquoi je suis attiré par le vert. Je sais pas pourquoi. Par contre, quand j'étais petite anecdote salace, j'aimais bien marquer She-Hulk Hentai. Vraiment, je regardais She-Hulk Hentai. J'étais trop, ça me faisait. Et pour les vrais qui savent, les vrais pervers, les gros pervers, il y a une vidéo sur Pornhub où elle se fait prendre par Hulk. On va pas tout YouTube, les gars, je vous le dis. Tu sais quoi, il dit ça? Il a un enfant. Je suis en train de penser à la rediff, où je suis en train de me dire, à la rediff, je vais essayer de nous mettre nos tronches, et je vais essayer de mettre des images, des trucs qu'on parle, je vais pas pouvoir mettre Hulk Hentai. Ça va pas le faire. On va être direct. Troisième anecdote. Pour le rôle de Star-Lord, quelle est la spécificité que Chris Pratt a dû répondre pour jouer le rôle de Star-Lord? Il a dû danser. Quoi? J'aurais dit ça T'as aussi. dit quoi? Il a dû danser. Mais non, on s'en fout ça. Pour jouer le rôle de Chris Pratt, qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir jouer ce rôle? Quelque chose de un peu pas surhumain, mais il a fait un truc de fou. Ah, ah oui, oui. Ah oui, pardon, j'avais pas compris. En fait, pendant le tournage, il a dû faire un truc, c'est ça? Non, en gros, tu passes un casting. Tu vois, t'es là, regarde, Nova, c'est le mec du casting. Je suis Chris Pratt. Je suis bonjour. Est-ce que je peux jouer un rôle dans votre film? Est-ce que je peux jouer un rôle dans votre film, monsieur le castingeur? C'est pas un mot français, mais on s'en fout. Est-ce que vous savez lécher votre coude avec votre langue? Non, mais réponds, je te parle. Je vous parle, monsieur casting. Et là, je t'ai dit, ouais. Non? Ouais. Ben, c'est dommage, tu connais pas l'anecdote, mais en gros, pour arriver à ce moment-là, pour qu'il accepte, Chris Pratt, il a dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver, pour qu'on accepte au casting? Vous savez pas? Il a dû danser. Sauter en parachute. En gros, Chris Pratt, avant d'être l'homme qu'il est, ben, il était gros, un peu gros. Ah oui. Il est beau. Il a fait une évolution de fou, un peu comme, j'ai dit son nom tout à l'heure. Christopher, non. Le mec qui joue Batman, là. Oui. Bah oui, Christian Bale. Christian Bale, j'ai fait vous filer mon trou. Ouais, il a perdu 30 kilos en 6 mois. Il a dit, on a dit, oui, on te propose ce rôle, mais par contre, t'as 6 mois. Donc, si t'as pas fait ça dans 6 mois, on prend une autre personne. Il a fait pas de problème. Il a relevé le défi en 6 mois. Il a perdu 30 kilos. Et En vrai, ça aurait été chaud, t'imagines, il aurait pas perdu, ils auraient dû caster quelqu'un d'autre au dernier moment, quoi. c'est pour ça, et je vous invite, les gens dans le live, pour ceux qui restent, vous verrez le rôle qu'il a avant, il joue dans une série, le rôle qu'il a avant Gardien de la Galaxie, il est pas énorme, tu vois, mais on voit qu'il a de la bonne bedaine, quoi. On voit qu'il buvait bien de la bière, quoi.
C'est un Texan, qui se prête attention. Bah, il rajoute, ouais, il est de droite, Non, mais c'est vrai. il aime pas les poux. C'est vrai, pour le coup, c'est vraiment, c'est un bouseux américain, qui se prête. Pur jus, ouais. Pour la quatrième anecdote, bah, Aurel, tu réponds pas vu que t'as montré les intégrales. Ouais, c'est ça. En quelle année et où a été créé, il regarde, en quelle année a été créé les Gardiens de la Galaxie? Je sais. 64, Non. Plus. 67, Plus. 60, 68, Plus. 69. Ouais. Et en quel mois? Oh, il veut toujours le jour et le mois, lui. Ça m'énerve à chaque fois. Mars. Non. Moins. Dans quoi ils ont été créés, c'est surtout ça. Janvier. Ouais, c'est ça. En janvier 1969. Dans le numéro 18 de Marvel Super Heroes. Alors moi, tu vois, le premier que j'ai... Oui, non, c'est ça. Marvel Super Heroes numéro 18. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Merci de confirmer mes propos. Aurel. D'accord, voilà. Et t'as vu? Il vérifie la source. Hein. On dit la conf. Alors, je me suis permis de vérifier pourquoi. Parce qu'en fait, là derrière, dans mes couvertures, le premier qui apparaît, c'est le défenseur. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est dans les défenseurs ou est-ce que c'est dans les trucs? Donc, je me suis permis de regarder après derrière. T'as raison, Aurel. T'as tellement raison. En vrai, faut pas que je dise des conneries. Quelle est la spécificité du Walkman dans Gardien de la Galaxie? Quel est le fait? C'est quoi la particularité de ce Walkman? Comment ça? Donc, pas la question. Alors moi, j'ai une question. C'est, est-ce que c'est, on parle de quelque chose qui est dans la vraie vie ou dans Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans la vraie vie. En gros, le Walkman, pour qu'il arrive dans le film, il y a eu quelques complexités. En gros, Barry Gibbs, le chef accessoiriste, pour trouver le Walkman là, il a galéré pendant 4 mois. Il n'a pas trouvé de Walkman pendant 4 mois. Ah, c'est ouf, ça. Ouais, et il a cherché toutes ses ressources sur Internet, eBay, il a dû aller voir sur Le Bon Coin français pour voir si il pouvait se faire livrer des États-Unis. Non, ça, j'en sais rien, tu vois, c'est mytho, mais ouais, il a cherché pendant 4 mois pour trouver ce Walkman un peu bien précis. Et une autre anecdote, parce que là je m'en rappelle, je l'avais pas noté. Quand le film est sorti, il y a eu un intérêt déjà pour les cassettes audio et surtout pour ce Walkman précis. Alors j'imagine, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, si le mec il a galéré pour trouver ce Walkman là, ben, je me dis les gens ont dû galérer. Et j'ai vu sur eBay, ce Walkman il peut être vendu jusqu'à 600 €, à 600 $, voire même plus. C'était mon anecdote préférée de la soirée. C'est vrai? Au moins, celle-là, elle est vraie, comme toutes les autres. Bon, après, ça, c'était discutable, mais bon. Laquelle? Mais dis-moi, laquelle était fausse? Arrête de le titiller. Il fait exprès pour t'embêter, Thomas. Ok. Moi, je pense. Tu sais que ça me fait rire parce que mon père, il fait pareil, mais moi, je sais qu'il rigole, mais à chaque fois, moi, comme je suis têtu, tu vois, je rentre dans son jeu, genre en mode, arrête de me casser les couilles. Et mon père, il s'amuse à me faire chier, toi, tu me fais rire, tu fais pareil. Mais je savais pas que tu faisais pareil, donc maintenant, je rentrerai dans ton jeu, mais en sachant que tu le fais exprès. Comme ça me fera plaisir de te faire chier. Moi, mon mot de la fin, 2 mots pour, ça sera, merci à Aurel. Pourquoi Aurel? C'est un peu le technicien de l'ombre. Tout ce que vous voyez, les vignettes et tout, c'est pas Nova et moi, quoi. Dire, moi, je suis trop con pour faire ce qu'il fait. Mais en vrai, c'est lui qui fait les vignettes, c'est lui qui fait les montages. Déjà, quand vous verrez en tout cas, pour ma part, c'est lui qui fait mes montages vidéo. Donc merci à toi, Aurel. Franchement, j'ai été montage, mais je remercie Aurel et je remercie Nova parce que toujours à bonne ambiance et surtout t'es toujours là à donner des bonnes idées. Franchement, non, c'est vachement cool. C'est un trio qui marche super bien et je suis vachement content. Au-delà d'être des compères et des camarades de comics, moi je vous considère comme des amis, des potes. Non, des amis, ouais. Je vous considère comme des amis. Non, mais moi je suis sincère. Moi je suis pas en mode hypocrite. Je m'en bats les couilles. Même si il y a 20 ans qui nous séparent et que vous êtes trop vieux et que bientôt vous irez en EHPAD, mais je déteste. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que. Je me rends compte quand même que sur 6 anecdotes, il y en a quand même 3 qui sont fausses. Ouais, c'est vrai, comme le fait que là j'ai rajouté une anecdote comme quoi vous étiez mes amis, tu me diras si c'est vrai ou c'est faux, tu vois. Merci d'être resté jusqu'à la fin, en tout cas, c'était ouais, cool. Merci à vous.
soirée à tout le monde. Merci Ouais, bonne soirée à vous tous. Et merci d'être restés. Merci à ceux qui sont restés tout le long. Et puis, on vous dit à l'année prochaine. Et voilà, continuez à nous suivre. On vous donnera des nouvelles tout le long. Allez, ciao, ciao.